Salut, voici un épisode pour les gens qui aiment les pommes, mais pas que. Même pour les allergiques aux fruits, vous découvrirez des usages hyper sympas. Et désolé pour la qualité sonore qui n'est pas au rendez-vous, nous avons eu quelques soucis techniques. Promis, on ne recommencera plus. Bisous. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 19 de Tech Café spécial HomeKit avec Sébastien Goffin. C'est Julien qui vous parle et je suis accompagné d'Antoine. Bonjour Antoine. Salut Julien. Ça va ? Et toi, ça va ? Super, super. Et super. Bien sûr, notre troisième larron est aussi de la partie. Gaëtan, bonjour. Salut les garçons. T'as oublié de préciser que c'était Tech Café domotique. Bien sûr. J'ai dit C'est mieux Tech Café tout court. Eh bien écoute, c'est le 19e et on fait toujours des erreurs, c'est pas grave. Donc comme on vous a dit, comme je vous ai dit en intro, c'est un épisode spécial HomeKit. On a un invité qui s'appelle Sébastien Goffin. Bonjour Sébastien. Bonjour les gens. Alors tu vas nous parler d'un sujet que tu traites beaucoup sur ta chaîne YouTube, c'est HomeKit. Oui, HomeKit que je traite beaucoup, même que je traite exclusivement de HomeKit sur ma chaîne YouTube, exactement. Bon, super. Bah écoutez, ça nous fait un bon spécialiste pour cette émission. On va dérouler déjà notre petite rubrique habituelle. Retour sur les épisodes précédents. Alors Gaëtan, est-ce qu'on a eu des petits retours ? Ben non, apparemment on a fait donc dernier épisode concernait le CES 2021 et c'était tellement bien que personne n'a fait de commentaires. Donc n'hésitez pas si vous avez des petits commentaires à ajouter, nous dire si ça vous plaît ou pas, si on a certaines choses à corriger, à nous mettre des commentaires donc sur le site Tech Café ce coup-ci. Pas forcément à corriger, mais aussi en nous encourager. Enfin, tu dis on n'a pas eu de commentaires sur le site, mais on a quand même eu pas mal de retours positifs quand même sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, oui, t'as raison. Et parce qu'en fait, puis après les réseaux sociaux aussi, ouais, vous étiez contents de nous retrouver. Puis surtout les stats du podcast, même si c'est pas hyper précis, chaque épisode on a l'impression que ça explose de plus en plus. Donc ça c'est une bonne chose. C'est pas mal. Tout à fait. Tout péter. En termes d'actualité domotique, alors première news, Antoine ? Ouais, première news, grosse news. Celles et ceux qui attendaient la domotique à pas cher, on avait aujourd'hui du Xiaomi et compagnie. Et aujourd'hui, on a le petit géant de la grande distribution Lidl qui s'est lancé sur le marché de la domotique avec une gamme spécifique. Ça va des ampoules, du live strip, des prises connectées, des boutons, des télécommandes. Et puis encore des nouvelles choses à venir. Et voilà. Alors, personnellement, j'ai pas encore testé. Des retours que j'ai pu voir à droite à gauche, a priori, c'est pas si mal, ça marche pas si mal. Pour vraiment une solution à pas cher, faut acheter un petit leur petit pont, leur petite passerelle pour faire marcher tout ça. Mais a priori, on peut même s'en passer. Donc voilà, à tester. On en reparlera certainement de long en large, je pense prochainement. Donc à suivre. Alors moi, je peux te dire et te confirmer qu'effectivement, il n'y a pas besoin de leur passerelle. On peut connecter les ampoules Lidl comme une ampoule Philips Hue sur un pont Philips Hue, sans aucun problème. Oui, il faut quand même. C'est du Zigbee. A priori, on peut aisément s'en passer. Ouais. La prise télécommandée aussi. On peut directement la mettre sur le pont Hue, d'après ce que j'ai vu. Ça, c'est pas mal du tout. Et les ampoules sont à 800 lumens. Donc, c'est quand même assez intéressant. D'accord. Et d'après certains, ça ferait un sifflement, par contre. Ah. Bon, bref, c'est à creuser, tout ça, c'est à tester. Ouais. Si vous avez testé de votre côté, n'hésitez pas à nous faire un retour. Ah oui, carrément. Dites-nous, et puis nous aussi, on va sûrement tester. Il va falloir que je passe dans un Lidl. Un petit nez et deux grands semeurs. Oh, c'est beau. Live Domus, c'est fini. Alors, Live Domus, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une solution de domotique française. À la base, c'est une solution haut de gamme, voire très haut de gamme. C'était essentiellement disponible via des installateurs, puisque très lié au protocole KNX. C'est une solution nordiste, donc des Hauts-de-France, qui avait été rachetée par Deltador à un moment donné. Ils avaient
proposé une déclinaison de cette Live Domus en TDOM 3 ensuite. Il y a la TDOM 1, la TDOM 2, la TDOM 3 suivant la catégorie. C'était vraiment une solution qui était très très bien. Moi, je les avais vus dans différents salons. J'en ai à la maison, Live Domus. Malheureusement, ils ont annoncé une date de fin. Forcément, c'est quand même un peu compliqué de lutter avec tout ce qui débarque sur le marché et le haut de gamme, forcément, c'est compliqué. Voilà, il y avait triste nouvelle. le nom, excuse-moi, je te coupe, Live Domus avec iDomus, il y a un rapport pas du tout. Rien à voir, fils unique. D'accord, ok. Voilà. Non, mais c'était avec un serveur externe. C'était sur un NUC. En fait, c'était une solution qui tournait sur un NUC. Alors, ils avaient eu 2 versions physiques. Et voilà, enfin, tu as installé ça, c'était sans cloud, donc en plus quand même de bons choix techniques. Alors choix techniques. Malheureusement, toute l'interface, et c'est ça aussi ce qui les a un peu coulés, c'est qu'ils avaient utilisé Adobe Air, donc qui était peut-être pas forcément le meilleur choix technique. Enfin, quand maintenant on regarde, c'était peut-être pas le meilleur choix. Mais franchement, enfin, t'avais une interface. Enfin, tu as toujours, puisque la solution fonctionne encore. Hein, c'est juste la date. C'est ma question en fait. On peut toujours l'utiliser. Il y a aucun souci. C'est juste il y aura plus de support, quoi. Forcément. Donc bon. Je pense qu'on va voir beaucoup de personnes débarquer de cette solution sur des plateformes un peu qui ont le vent en poupe, notamment Home Assistant, qu'on avait déjà traité. Hein. Moi, je retrouve sur les forums de Home Assistant des gens que j'ai vus de JDOM, de Fibaro et de Live Domus. Donc, ça va. C'est toujours les mêmes personnes qu'on voit. Le monde est petit dans la domotique. Voilà. Et un autre grand est mort. Il n'est pas mort. Non, le grand n'est pas mort, mais... Donc c'est Orange qui nous avait présenté. Le grand va bien même. Ouais, nous avait présenté Orange, nous avait présenté en fait une enceinte connectée, son enceinte connectée Jingo. Jingo. Il y a de ça un peu plus d'1 an. Et ben ça marche tellement bien qu'il l'arrête déjà. Donc, c'est donc 31 mars terminé. Il n'y a plus de Jingo. Vous pouvez les ranger. Et alors, par contre, ce qui est bien, c'est que Orange va rembourser les utilisateurs, les acquéreurs. Donc vous allez pouvoir, si vous êtes propriétaire d'une Jingo, la renvoyer donc sur le site Orange, il y a déjà un formulaire en ligne, vous faire rembourser, et en plus ils vont s'occuper de recycler les éléments de ces enceintes. Donc au moins ils vont au bout de leur démarche en disant on a essayé, on s'est planté, mais on vous rembourse. Ouais. Ça c'est une bonne chose quand même. Ils ont annoncé pour le recyclage. Donc aussi ça c'est bien. C'est très bien. Ils auraient pu laisser mourir la solution et rien en dire, disant etc. non, donc bon, ils sont plutôt honnêtes sur le coup. Je serais curieux quand même de voir le nombre d'utilisateurs de ce type de solution. Donc, combien ils en ont vendu les 3 Jingo qu'on a vendus. Je pense que ça va vraiment être très confidentiel comme truc. Enfin, ça a vraiment c'est les 3 influenceurs qui avaient pu tester et puis voilà, c'est tout. C'est ça, face à Google, pouvoir se faire rembourser. Bon, après, on va pas critiquer la démarche. Ils avaient quand même essayé. Enfin, il faut que tout le monde puisse au moins se lancer sur le domaine. Et puis, il y en a qui vont fonctionner, il y en a qui vont pas fonctionner. C'est pas grave. Au moins, on aura des solutions un peu plus disparates. Alors, on va passer sur le dossier. Sur le dossier du jour. Gros dossier. Donc sur HomeKit. Alors on vous avait proposé plusieurs fois l'émission sur HomeKit spécialisée. Vous avez été quand même très nombreux à répondre positivement à cette proposition. Et donc on va parler HomeKit avec un spécialiste. Je vous l'ai déjà dit, Sébastien Goffin. HomeKit, c'est quoi ? Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un logiciel développé par Apple qui va permettre bien sûr aux utilisateurs de configurer via leur appareil iOS pour contrôler différents objets connectés dans leur maison intelligente. C'est la solution domotique d'Apple. Bien sûr, c'est pas juste pour piloter manuellement entre guillemets des objets connectés. On va pouvoir faire des scénarios, etc. Alors moi, c'est une solution que je connais un tout petit peu parce que je suis dans le monde Apple. Par contre, Sébastien fait des choses de malade a priori avec ça. Donc, on va en parler. Antoine nous avait fait découvrir la chaîne de Sébastien Goffin dans nos précédentes émissions. Donc, Sébastien, alors, vas-y, c'est à toi. Qui es-tu ? Que fais-tu ? Alors, je vais commencer par faire un tout petit point sur HomeKit. En fait, HomeKit, c'est le framework que Apple a mis à disposition pour les développeurs pour qu'ils puissent intégrer leurs outils, leurs objets connectés dans l'écosystème maison de Apple. Donc HomeKit, c'est vraiment le framework mis à disposition
disposition par Apple pour pouvoir aider à la synchronisation, etc. Et c'est vraiment l'application Home ou Maison en français qui est vraiment le cœur du pilotage de tous ces éléments HomeKit. Donc ça, c'était pour un peu cadrer par rapport à HomeKit, c'est quoi. Et donc, pour qui je suis, donc, je suis un passionné de domotique, et ça depuis très très longtemps. Depuis que je suis tout petit, j'adore ça. Dès qu'on avait l'occasion d'aller à Batibo, j'y allais pour voir comment s'organiser. Oui, Batibo, c'est le salon de la construction et de l'ameublement en Belgique. Et à chaque fois que j'allais là-bas avec mes parents, j'allais voir les stands de domotique. Donc, je suis fan de ça depuis que je suis tout petit. Donc, on n'a pas précisé que tu étais belge. Tu es belge. Je suis belge, exact, oui. Je suis belge. Je viens de ce charmant plat pays. Et donc, en Belgique, tous les ans ou tous les 2 ans, je sais plus, il y a un salon de la construction. Comme tout le monde le sait, les Belges ont une brique dans le ventre. Et donc, mes parents aimaient beaucoup ça. Donc, on allait assez régulièrement à ce salon. Et à chaque fois, j'étais très attiré par les espaces domotiques et toutes ces automatisations qu'on pouvait mettre en place, etc. Donc ça me passionne vraiment depuis que je suis tout petit. Ce que je fais dans la vie, je suis consultant digital. Donc, du coup, ça me permet de toucher un peu à toutes ces technologies et de comprendre un peu peut-être plus profondément comment tout ça fonctionne. Donc, ça me passionne encore plus. Et donc, la vraie question, c'est pourquoi est-ce que moi, j'ai choisi HomeKit plutôt que de choisir autre chose? Parce qu'il y a plein de, comme vous le disiez tout à l'heure. Alors, excuse-moi, je vais te poser une question personnelle, mais qui, forcément, avec la domotique et, on va dire, nos compagnons, est-ce que tu es marié? Tu as des enfants? Alors oui, je suis pas marié, je suis en concubinage et j'ai 3 enfants. D'accord. Ok, tu vois, ça donc, c'est important parce que justement, l'impact que de ce que l'on fait sur nos compagnons de vie, c'est assez important. Donc c'est pour ça, pour savoir un petit peu comment toi tu fais tes choix. Alors, en fait, moi j'ai une chose qui est non négociable, c'est le Wife Acceptance Factor. Donc, si ça peut pas être utilisé et fonctionnel directement, ça disparaîtra. Ah, c'est sûr, ça disparaîtra. Dès que ça ne marche pas, si ça ne disparaît pas, je peux juste démonter toute la domotique à la maison et tout remettre dans une boîte parce que c'est obligé que ce soit accepté par ma compagne et que ce soit ultra fonctionnel. Et donc, c'est ça qui est assez intéressant avec le fait de faire de la domotique, pas juste pour soi, c'est qu'on remet beaucoup en question tous les choix qu'on fait en disant, tiens, je vais faire ça comme automatisation. Et puis, on a un retour instantané de soit sa compagne, soit de ses enfants qui disent, ah bah tiens, pourquoi ça fait pas ça? Tiens, comment ça se fait que ça c'est comme ça? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est vachement important et c'est ça qui met les limites sur est-ce qu'on va automatiser ça, oui ou non. Très bien. On l'a déjà dit alors plusieurs fois effectivement dans l'émission, l'acceptation du compagnon, de la compagne, de celui qui va implémenter est très important. Effectivement, ça c'est le cœur de tout. Forcément, quelqu'un qui va faire de la domotique, il doit consulter son compagnon pour ça. Et tous les habitants de la maison en fait. C'est sûr. Concernés par rapport à ça. Voilà. S'ils ont une habitude, les habitants de la maison, en rentrant, en appuyant sur un interrupteur, qu'il y a quelque chose qui se passe, si le lendemain ils arrivent, ils appuient sur le même interrupteur, il y a un autre truc qui se passe, ça va devenir vite compliqué de les faire adhérer au système, quoi. C'est clair que si tu fais des scènes aléatoires tous les jours, ça va être compliqué. Tous les jours, tu changes le truc. Et tu pourrais même faire un random, tu vois, en disant quand j'appuie, peut-être j'allume pas. Bon, ça commence à devenir un petit peu vicieux, mais... Bon alors, donc tu rêves de domotique depuis que tu es enfant avec ce fameux salon. Depuis quand vraiment tu t'es lancé et tu as commencé à implémenter de la domotique dans ta vie? Alors, j'ai commencé à implémenter de la domotique dans ma vie avec des Philips Hue et j'ai acheté ces Philips Hue en 2016. Je les ai achetés parce que mon système d'exploitation était passé... il y avait eu un update du système d'exploitation et l'application maison, justement, de Apple venait d'apparaître. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, c'est bon, il me faut des trucs... T'as vraiment commencé uniquement avec Apple, avec maison. Avant, tu n'avais rien fait en domotique, tu n'avais pas testé d'autres solutions type JDOM. Non, avant j'avais un Nest. Ouais. Avant j'avais un Nest, donc juste un Nest. L'objet connecté, ouais. L'objet connecté, le thermostat, que j'avais déjà depuis 1 an et demi, quelque chose comme ça. Mais
mais sans penser au fait que ça pourrait être interconnecté avec mon smartphone. Je trouvais ça génial parce que c'était autonome. Quand j'avais froid, je tournais vers la droite pour avoir plus chaud. Quand j'avais trop chaud, je tournais vers la gauche pour avoir plus froid. Et ce côté d'automatisme, d'apprendre tout seul, je trouvais ça vraiment génial. J'ai vraiment trouvé ça vraiment trop cool. Donc, excuse-moi, je te coupe, mais donc aujourd'hui, tout ton ensemble de domotique, c'est du 100% Apple, enfin 100% HomeKit ou Home. Tu n'as pas d'autres serveurs ou d'autres choses. Bah, c'est super intéressant. Enfin, ça va être super intéressant. Donc tout passe par là. C'est là-dedans que sont toutes mes règles, que sont tous mes scénarios. Et c'est là que remonte l'ensemble des devices de la maison. Mais je me souviens plus, moi, quand ils ont lancé HomeKit avec l'application Home, parce que tu disais que tu avais tout de suite, quand tu as vu arriver ça, tu t'es tout de suite équipé de Philips Hue. Je me souviens plus, moi, je me souviens de l'avoir vu arriver, mais je me souviens plus si dès le début, il y avait beaucoup de choses de compatibles. Les Philips Hue, je pense que c'était dans les premiers, effectivement, c'est le seul truc, c'était le seul truc compatible. Ouais. D'accord. Je pense que les Philips Hue, c'était le seul truc compatible HomeKit au début. C'est effectivement en Europe, en tout cas. En Europe. Ouais. Bon, on y reviendra après un peu plus en détail, mais effectivement, mais alors, tu vois, je pense que ce qui a traîné un peu avec HomeKit, ça a été le fait que ça ait mis un peu de temps, que les fabricants s'adaptent à HomeKit. On détaillera plus tard, mais je pense que c'est. Voilà. Moi, j'ai une question pour toi, Sébastien. C'était un peu compliqué. C'est toi qui as goûté justement, et tu as commencé il y a un moment maintenant, ça fait plus de 4 ans. Pourquoi ce choix de HomeKit ? Pourquoi tu es resté ? Pourquoi tu n'as pas dit tiens, je vais commencer à regarder d'autres pistes, et tu es resté fidèle en fait à ça ? Pourquoi juste HomeKit ? Alors, en vrai de vrai, dans mon métier, il y a pas mal je travaille beaucoup avec le marketing et j'achète beaucoup de données sur des gens pour pouvoir créer des bassins d'audience, comme on dit. Et donc, je sais qu'il y a énormément de gens qui ont beaucoup de données sur nous et qui sont prêts à les vendre pour pas beaucoup d'argent pour qu'on puisse nous envoyer de la publicité en général. Et donc, le fait d'utiliser un Google Home ou d'utiliser un Alexa, je sais que ces gens-là, ils ont tous un objectif, c'est de nous vendre, si c'est Google, de l'espace de publicité. Si c'est Amazon, des produits. Ils ont tous une bonne raison d'essayer de nous vendre quelque chose. Et Apple, elle nous a toujours, en tout cas de ces dernières années encore plus qu'avant, mais ça fait un moment que c'est clair et que ça fait partie du discours qu'ils portent, sont assez sensibles à la protection de nos données privées. Et quand ils ont expliqué comment marchait HomeKit, donc le framework et tout le processus qui était nécessaire d'ailleurs à la certification d'un device pour pouvoir être HomeKit, me montraient très clairement que c'était les seuls qui, avec ce système-là, me permettaient d'avoir un système complètement autonome en interne chez moi, qui ne serait absolument pas connecté avec l'extérieur et qui n'aurait pas besoin d'interagir avec des services tiers pour pouvoir fonctionner. Donc il n'y a personne qui est au courant de comment j'utilise ma maison. Même pas Philips. Alors, tu viens de dire une chose, et c'est peut-être bien de le préciser. Tu as dit que ta maison est totalement autonome sans communiquer avec des services tiers. Donc, ça veut dire que tous les produits que tu as chez toi, si tu as une perte de connexion vers l'extérieur, ça continuera à fonctionner ? Ouais. D'accord. Alors, pas Siri, parce que Siri a besoin d'Internet pour traduire ce qu'on dit en action. Mais toutes les commandes depuis mon smartphone vont continuer à fonctionner. D'accord. Et toutes mes alertes. Ça, c'est une sacrée précision ce que tu fais parce que, et très honnêtement, moi, j'étais persuadé que HomeKit nécessitait quand même cette connexion à Internet. Donc, dans la connexion à Internet, si tu as le concentrateur, pour pouvoir c'est le piloter depuis l'extérieur. Oui, forcément. Ouais, mais si c'est piloté, si l'outil qui pilote le réseau est sur le même réseau que le concentrateur, il n'y a pas besoin qu'il y ait Internet sur ce même réseau. Ok, déjà une sacrée précision. Je pense que c'est pas du tout clair pour tout le monde. Enfin, en tout cas, ça va intéresser Gaëtan, ça. Qui a eu des soucis récemment. Oui, mais c'est comme ça que j'ai pu vérifier que tout fonctionnait. Dès que tu es c'est important. Concernant après sur l'app, toi, tu avais l'air d'être assez content aussi. Ça fait partie de ton choix de rester sur HomeKit ?
Alors, en vrai, je trouve l'app, elle est vraiment cool. Elle a une bonne gueule, elle est ergonomique, elle est assez bien pensée et elle évolue de version d'OS en version d'OS, donc ça s'arrête jamais. C'est vraiment devenu comment est-ce qu'on va dire ça, un axe de développement chez Apple, la domotique. Donc, elle évolue de plus en plus. Les services autour n'arrêtent pas d'évoluer, que ce soit Home Video Secure, avec la possibilité de stocker jusqu'à 5 caméras pendant donc 2 semaines, tous les enregistrements de 5 caméras pendant 2 semaines sur le cloud, encryptés en 128 bits avec mon code de déverrouillage de mon téléphone, en étant sûr que même Apple peut pas voir mes vidéos, dans le même principe qu'ils peuvent pas déverrouiller un truc qui est fermé avec le code. S'il n'y a pas le code, il n'y a pas le code, il n'y a pas de backdoor, c'est la même chose. S'il n'y a pas le code, on peut pas voir les vidéos, elles sont cryptées. Donc, même ce qui sort de chez moi et qui passe par Apple pour être diffusé chez d'autres est de toute façon crypté en 128 bits. Il n'y a que les gens qui ont, on va rentrer dans les détails, mais il n'y a que les gens qui ont ma clé privée qui vont pouvoir, enfin ma clé publique, qui vont pouvoir voir, mais je ne diffuse ma clé publique que à ceux, enfin via l'application, à ceux avec qui je veux la partager. Et je peux même varier dans les accès de cette clé publique en disant je veux bien qu'il ait accès à mes trucs, mais que quand il est sur mon réseau local, ou quand il est sur mon réseau local, il peut avoir les vidéos, mais quand il est en dehors de chez moi, il peut pas voir les vidéos, ou des choses comme ça. D'accord. Donc c'est au niveau de la gestion des droits, des autorisations et de la sécurisation, de tout ce que j'ai creusé, pour moi, c'est le mieux. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi HomeKit. Alors, mais en vrai, c'est parce que je suis un putain de fan. Depuis que je suis tout petit, je travaille avec des Macs et donc le concept global de la cage dorée, je kiffe quoi. Ouais, alors c'est ça, hein, bien sûr. Beaucoup de monde nous le disait d'ailleurs dans les commentaires. Quand t'es chez Apple, t'es un peu enfermé, mais vraiment, quand on est dedans et que non, mais tu te sens pas enfermé quoi quand t'es dedans. Justement, bon, ça reste cher, hein, mais il y a une chose que je voulais revenir. Tu l'as dit, l'application Home est bien faite, elle est bien pensée. Je trouve moi que Apple fait bien les choses là-dessus. Il n'y a pas de fioriture. Tu le sens que c'est pas juste une petite marotte en disant les gars, bon allez, c'est la mode de la domotique, on va faire un petit peu de domotique. Non, ils le font bien. Par contre, moi je regrette qu'ils mettent un peu trop de temps quand même. Ils sont pas non plus hyper novateurs. J'ai l'impression que ça avance pas très vite. Je sais pas si vous le partagez. Le truc de Apple, c'est ça, c'est de dire nous on va pas se précipiter. Quand on va le faire, on va plier le game et tout le monde sera d'accord avec nous et après tout le monde fera comme ça. C'est exactement ça. Comme l'application Note. C'est pas plus compliqué que ça. Ils font ça avec toutes les apps qu'ils font, avec tous les systèmes qu'ils mettent en place, c'est tout le temps la même chose. Ils décident de sortir un smartphone, ok, nous on va faire de sortir un téléphone, parce qu'à l'époque on n'appelait pas ça un smartphone, ok, mais nous on va faire un truc qui dépote, on va mettre de la musique, le truc, le bidule, le bazar. Ils n'ont rien inventé, tout existait déjà. Mais ce qu'ils ont inventé, c'est l'écosystème qui va avec. C'est l'App Store, c'est l'iTunes, c'est les services Aside, c'est MobileMe, c'est le système de gestion de famille, c'est les services en One, c'est Apple TV+. Et donc, c'est l'écosystème qu'ils sont occupés à créer qui fait que aujourd'hui, cet écosystème peut accueillir de la domotique parce que les gens commencent à être prêts. Donc, si on sort quelque chose, c'est quelque chose qui doit fonctionner. Si ça fonctionne pas, on le sort pas parce que sinon, on va perdre des gens. Ils vont essayer, ça va pas marcher, ils voudront plus jamais réessayer après. Donc, si on le sort, il faut que ça marche. Bon, ça, chers auditeurs, vous aurez compris que c'est une émission pour les fanboys d'Apple. Je suis désolé. Ouais, pas que ça. Ne fuyez pas si... On aurait dû faire un petit disclaimer au début parce que... Même si effectivement, on va parler de la solution Apple, on va quand même découvrir des usages de la domotique. Oui, on va en parler justement de tout ce que toi, tu as pu faire avec cette domotique qui pourra donner des idées à tout le monde et montrer voilà, tout ce que l'on peut faire. Et sa première explication avant de dire qu'il était fan d'Apple, comme on l'est effectivement, on l'est tous les trois. Mais sa première explication, enfin la première partie en disant voilà pourquoi j'ai choisi Apple et pas autre chose en termes de gestion de données personnelles, ça tient parfaitement. Enfin, ça tient la route. Bien sûr, ça tient la route, mais c'est une raison qui est essentielle par rapport à un choix de domotique, par rapport à un choix de gestion de vie, parce qu'on confie énormément de données personnelles dans sa domotique. Quand est-ce que je suis là, quelles sont mes habitudes
consommation électrique, de chauffage, de consommation de je ne sais après, quoi. il y a d'autres solutions qui sont totalement décorrélées et qui ne partagent pas de la donnée. Donc, c'est pas le but de l'émission. Et tiens, d'ailleurs, ça me fait penser qu'on pourrait peut-être en parler de toute la sécurité autour des solutions domotiques. Mais oui, bien sûr, c'est vachement important là-dessus. Alors, pour revenir quand même sur Apple, s'il fait bien les choses, etc., et pourquoi la domotique n'est pas une marotte, c'est que Apple a quand même rejoint aussi pas mal de choses sur la Zigbee Alliance avec le fameux protocole Connected Over IP, COIP si je me souviens bien. Enfin, ils ont sorti des produits. Le chips, non, je sais plus, c'est ça. Thread. Oui, ça s'appelle. Ça, c'est le chipset qui sont dans les nouveaux smartphones et dans le HomePod mini qui permettent de détecter certains types de devices HomeKit. Ouais, c'est ça. Donc oui, enfin voilà, et encore une fois, sans vouloir être fanboy, ils le font, et ils le font plutôt en plus maintenant dans le monde ouvert, puisque encore une fois, le protocole où Apple, Amazon, Google, Philips, Signify, Ikea, tous les grands noms se lancent dans un truc open source. Donc ça, en plus, c'est quand même plutôt bien. Allez, on va passer... Apple a ouvert le protocole HomeKit en open source aussi. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on ne le rappelle pas aussi, le framework, tout ça, c'est de l'open source. On va passer sur tes usages, parce qu'on parle sur la théorie, mais dans la pratique, qu'est-ce que tu fais avec tout ça, avec ton matériel, tes scénarios, etc. Alors, pour être vraiment honnête, mon gros objectif, c'est d'essayer d'en faire le moins possible. Donc, que la maison soit le plus autonome possible. Donc, par exemple, j'ai un système d'arrosage automatisé avec une vanne Evaqua et tout un système Gardena avec, il y a 175 mètres de tuyaux qui arrosent. Et il y a 175 pour nos amis français qui ne connaissent pas. Je suis désolé. 175 mètres de tuyaux. Et j'ai un Xiaomi Flower Care dans le bac qui discute avec le Raspberry Pi. Et donc, tous les soirs, il vérifie si le bac est suffisamment humide et s'il va pleuvoir demain ou pas. S'il va pas pleuvoir demain, il va arroser. S'il va pleuvoir demain, il arrose pas. Et si pendant la journée, l'humidité du bac descend en dessous de 20%, il va arroser pendant 20 minutes directement. Et donc, du coup, j'ai plus jamais besoin d'arroser les plantes. C'est génial. Alors, tu nous parles de Raspberry Pi, on en parlera aussi après, mais au final, pourquoi un Raspberry Pi, c'est pas du Apple? Alors, non, c'est pas du Apple, et c'est un peu mon tatouage de Prison Break pour sortir de la cage dorée quand je veux. C'est vraiment, en fait, le Homebridge, c'est une application qui a été développée pas du tout par Apple, et elle permet de simuler un pont qui permet d'amener sur Homebridge des devices qui ne seraient pas nativement compatibles avec HomeKit. Oui, exactement. Donc, pour donner un exemple d'un device qui n'est pas nativement compatible avec HomeKit, c'est le Nest, donc mon thermostat Nest. Il ne serait pas compatible avec HomeKit. Grâce à Homebridge, j'ai pu mettre mon thermostat Nest dans HomeKit. Et donc, depuis mon application maison, sur mon iOS et sur tous mes devices, je peux augmenter, diminuer la température et puis avoir des informations sur la température à travers l'écosystème avec lequel normalement il ne devrait pas être compatible. Donc, c'est un pont universel. Même depuis que Google a fermé les API de Nest ? Alors, en fait, c'est ça qui est intéressant. Ça marche encore. Moi, je les ai encore, mes Nest. Il va parler en direct avec le Nest Sense, en fait. Donc, en fait, une fois que je suis identifié et que j'ai mon token, c'est OK, quoi. Je passe plus par Internet. Ok. Je pensais que Nest, c'était terminé pour toutes les solutions tierces. D'ailleurs, c'était aussi pour ça que j'avais changé mon thermostat. Ok. Donc, effectivement, tu l'as précisé. Alors, on reviendra peut-être plus après sur tout Homebridge. Je pense que ça, c'est une partie qui
qui est très intéressante à approfondir, mais en tout cas, sachez qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut rajouter dans l'application Home sans forcément que ce soit certifié ou... je ne sais pas si d'ailleurs c'est une certification Home, Oui, HomeKit, il me c'est une semble que si. certification HomeKit, Voilà. ouais. Donc, Il faut payer pour ça. Ça roule. Alors, après l'arrosage autonome, tu as d'autres choses? Oui, j'ai plein d'autres choses. Donc j'ai des très grands rideaux chez moi. Ils sont motorisés, donc ils s'ouvrent, ils se ferment tout seuls. J'ai aussi pas mal de stores. J'ai commandé les moteurs et je suis en train de faire des tests. Donc je vérifie qu'ils chauffent pas trop parce que c'est du 110, 220 pour le voltage. Et donc je vais être bien sûr que sur du 220, c'est des moteurs chinois. Donc sur du 220, je vais être bien sûr qu'ils ne se mettent pas à chauffer et à faire flamber mes stores. Je voudrais quand même pas foutre. C'est quoi, c'est du Xiaomi, non? C'est du Xiaomi, oui. Ah, c'est Aqara. C'est du Aqara, oui. Donc bientôt ces stores motorisés. Donc la gestion du chauffage avec le thermostat Nest. Et donc par exemple, un truc que je fais avec HomeKit, j'ai une vanne thermostatique de chez Eve dans la chambre de ma fille, qui n'est là qu'une semaine sur 2. Ces informations sont reprises dans mon agenda, dans mon iCal, pour continuer sur la lancée. Et donc, tous les soirs, tous les matins, à 1h du matin, j'ai un raccourci qui va s'enclencher à 1h du matin, qui va aller vérifier si dans mon agenda, les enfants sont à la maison ou pas. Si les enfants sont à la maison, il va allumer la vanne thermostatique en disant « Ok, il faut activer la programmation parce qu'il y a quelqu'un à la maison ». Et s'il n'y a personne à la maison, il va éteindre la programmation en disant « Tu vas juste te contenter de garder un minimum de 17 degrés dans cette pièce jusqu'à ce que je te donne une autre information ». Alors, quand tu dis que c'est un raccourci qui s'exécute à 1h du matin, oui. Est-ce qu'on parle bien des raccourcis iOS qui se trouvent sur le téléphone? Oui. Et si ton téléphone est éteint ou a été volé, tu n'as plus le téléphone. Ou plus de batterie. Ou même plus de batterie, voilà. Enfin, il est éteint, plus de batterie, plus de réseau, peu importe. Est-ce que cette automatisation est quand même réalisée? Non, cette automatisation ne sera pas réalisée parce que elle est liée à mon device. Liée à mon device parce qu'elle doit avoir accès à mon agenda pour faire cette vérification. Et donc, HomeKit n'a pas accès à mon agenda. Ok. C'est l'application raccourci qui a accès à mon agenda, et elle a accès à mon agenda parce que c'est mon téléphone et que l'agenda est dans mon téléphone. D'accord. Donc ton téléphone fait un peu orchestrateur aussi sur certaines choses. Alors en fait, à partir du moment où on utilise, donc il y a HomeKit, c'est l'application de domotique, et en parallèle de ça, il y a une autre application qui s'appelle Raccourci, dans laquelle on peut créer des automatisations, ou en tout cas des choses qu'on fait souvent, on peut les créer là-dedans. Elles peuvent être soit lancées en appuyant sur un bouton, soit elles peuvent être enclenchées par des triggers, que ce soit le scan d'une puce RFID ou l'arrivée dans une position géolocalisée spécifique, la connexion à un certain réseau, la mise sous tension, arriver à 100% de charge. Donc il y a plein de triggers qui peuvent être mis en place et qui sont liés au téléphone, la position du téléphone, le pourcentage de chargement du téléphone, etc., etc. Et donc ces automatisations sont en lien avec Shortcut. Ce Shortcut se code d'une certaine manière, avec des blocs qu'on vient glisser et ajouter avec des actions qui s'enchaînent les unes derrière les autres. Ce système a également été intégré dans HomeKit. Quand je crée un scénario, ou en tout cas non, quand je crée une automatisation dans l'application maison, donc HomeKit, je vais pouvoir dire quand on appuie sur ce bouton, lance telle scène ou allume telle lumière. Mais je peux aller plus loin en disant quand j'allume tel interrupteur, qu'est-ce qui va se passer? À la place de choisir une scène ou des devices présents dans votre maison, dans le panneau de configuration de votre automatisation, de votre action, on descend tout en bas dans le panneau et en bas, il y a un petit bouton qui s'appelle « Convertir en raccourci ». Et quand on clique sur « Convertir en raccourci », on arrive dans une interface qui est similaire que celle de Shortcut, donc raccourci, l'application raccourci, et qui permet de faire des conditions un petit peu plus complexes, de vérifier des choses et de dire si telle chose est dans tel état, alors faire ceci, ou alors faire cela sinon. Si ce n'est pas le cas, ou mettre d'autres types de conditions. Donc c'est assez large, et c'est tout cet écosystème qui s'est construit au fur et à mesure, qui permet
de faire certaines choses depuis un device, si c'est lié à un device comme son niveau de charge, sa position, le Wi-Fi auquel il est connecté, ou si c'est exclusivement en lien avec la maison, ça peut être développé du côté de maison. Donc, si je peux dire dans maison, et ça, c'est pas du tout lié à mon téléphone, tous les soirs, à 1h du matin, fais quelque chose. Par exemple, d'ailleurs, mon concentrateur, à 1h du matin, tous les jours, s'il reste des lumières allumées, il va éteindre les lumières. Et ça, il n'y a pas besoin de mon téléphone. Même si mon téléphone est plat ou pas connecté ou volé, ça marchera toujours. C'est vraiment ça la différence. Non. Ton téléphone, par rapport à ton exemple de tout à l'heure, c'est uniquement parce qu'il est raccordé au calendrier. Exactement. Ouais. Exactement. La maison ne peut pas se raccorder au calendrier. Non. Ok. Ah, pas encore. Peut-être un jour. Pas encore, peut-être que oui. On peut. Ok. Et juste autre chose, tu as parlé de concentrateur. Peut-être préciser un petit peu ce que c'est qu'un concentrateur et à Donc, quoi ça sert. HomeKit fonctionne de manière autonome à partir du moment où on a un smartphone iOS ou une tablette iOS. On peut utiliser l'application maison pour piloter des choses, que ce soit des ampoules en Bluetooth ou avoir des remontées d'informations de capteurs Bluetooth comme des détecteurs de porte ou des détecteurs de mouvement, etc. À partir du moment où on veut pouvoir avoir ces informations à un autre endroit que chez soi, il va falloir qu'on puisse avoir un point de concentration qui va permettre de récupérer l'ensemble des données de la maison et qui va permettre à la maison et aux différents éléments de la maison de discuter entre eux. C'est vraiment lui qui va concentrer l'ensemble. C'est une passerelle un peu comme d'autres solutions connectées utilisent leur propre passerelle. Exactement. C'est une box domotique, mais c'est la box domotique de Apple. Donc, je dois acheter une box domotique Apple ? Tu peux acheter une box domotique Apple et le truc qui est fou, c'est que ça s'appelle un HomePod mini. Et en plus, ça fait de la musique. C'est fou, hein ? C'est magique. Et ça coûte pas cher. Et c'est que le HomePod mini ? 100 €. Non, en fait, on peut utiliser en concentrateur n'importe quel Apple TV, un iPad, que ce soit les Apple TV 4K ou Full HD de dernière génération. Un iPad, mais il est obligé de rester à la maison. S'il n'est pas à la maison, il ne fait pas concentrateur. Donc, il doit être sur le réseau local. Ou alors un HomePod mini ou un HomePod tout court. Non, pas le HomePod tout court. Le HomePod, il peut aussi, il me semble. Oui, le HomePod tout court peut aussi. Prenez le mini, c'est moins cher. Bah oui, c'est le quart du prix. Donc voilà, donc ça c'est le principe du concentrateur. Donc si on veut pouvoir, par exemple, imaginons que j'ai un thermomètre de chez Eve qui me donne la température et l'humidité dans une pièce. Ce thermomètre est Bluetooth. Si je suis à la maison, que je lance mon téléphone et que j'aperce ce téléphone sur ma maison dans mon téléphone, je vais pouvoir avoir les informations de ce capteur directement en Bluetooth entre le capteur et mon téléphone. Si je quitte la maison, je ne peux plus être connecté en Bluetooth à ce capteur. Donc, je ne pourrai plus avoir les informations. Mais ce capteur va se connecter au concentrateur pour dire, bah tiens, comme il est parti avec son téléphone, voilà l'information, envoie-lui cette information. Et en passant par le concentrateur, c'est à ce moment-là qu'il va encrypter les données, et les données qu'il va envoyer vers mon téléphone, avec la température et l'hygrométrie, elle sera encryptée en 128 bits avec le code à 6 chiffres de déverrouillage de mon téléphone. Et quand il arrivera dans enfin pas exactement avec le code de verrouillage, mais avec une clé qui est générée sur base du code de verrouillage. Et quand la donnée va arriver dans mon téléphone, elle sera décryptée par la clé que j'ai la clé de décryptage qui est dans mon téléphone. Et c'est ça qui me permettra de voir la donnée. Donc même si quelqu'un attrape les données qui passent entre ma maison et mon téléphone, il pourra quand même pas voir ni ce qu'il y a sur les images des caméras, ni la température de chez moi, ni s'il y a déjà quelqu'un à la maison ou quoi que ce soit. C'est vachement intéressant, ça, comme notion. Alors, petite question pour toi, tu viens de mentionner les capteurs Bluetooth. Alors, bien sûr, tous les appareils Wi-Fi fonctionnent aussi, et maintenant, on aura aussi du Zigbee prochainement. Le Bluetooth, il n'a pas une portée de fou, normalement. 15 mètres. Voilà. Donc, il faut bien être quand même sûr que le concentrateur soit dans une portée de ces 15 mètres. Alors après, Eve, qui est donc le capteur dont je parlais, le capteur Bluetooth, c'est un capteur Eve.
Et Eve propose un pont d'extension Bluetooth. Donc c'est un truc qui va se brancher au Wi-Fi et qui fera le pont entre ton capteur Bluetooth et ton Wi-Fi pour ramener directement un répéteur Bluetooth. Ah non, non, d'accord. C'est un pont qui fait du Bluetooth au Wi-Fi. Ouais, du Bluetooth au réseau, ouais. Ok. De toute façon, le capteur Eve, il peut se déplacer. Oui. Puisque Eve, lève-toi. Ça c'est fait. Allez, tu l'as mérité celle-là. Merci. Il est sur pile, donc effectivement, quand il se lève, il peut se déplacer. Oui. Tu t'es cru dans Burger Tech, Gaëtan? Non, parce que la dernière fois sur Joko aussi, il y en avait plein qui avaient bien aimé. Tiens, sur les retours. Bon, bref. On va prendre un cas aussi assez. C'est le premier cas que l'on fait tous avec notre domotique, c'est la gestion automatique des lumières. Je serais très curieux de savoir un peu comment tu as implémenté. Alors, des choses simples comme la détection de mouvement et puis l'extinction, je suppose, en l'absence de mouvement, etc. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'implémente dans HomeKit ? Alors, en fait, dans HomeKit, comment est-ce que ça se passe ? Donc, moi, j'ai créé pour l'ensemble de toutes mes pièces différents scénarios d'intensité lumineuse que j'ai appelé le veilleuse. Donc, j'en ai un qui s'appelle off, donc tout est éteint. Veilleuse, soft, soirée et journée. C'est les 5 scénarios qu'il y a dans chacune des pièces de ma maison. Quand on appuie sur un bouton pour enclencher la lumière, il y a un scénario, il y a une automatisation qui se met en marche et qui va, regarder si les lumières qui sont ciblées par l'interrupteur sont allumées ou éteintes. Si elles sont allumées, il va les éteindre et ça s'arrêtera là. Si elles sont éteintes, il va d'abord vérifier qu'il n'y en a aucune qui est allumée, donc aucune n'est allumée, parfait, donc il n'a rien à éteindre, donc c'est qu'il va devoir allumer. La chose suivante, c'est qu'il va regarder si le soleil est levé ou pas. Est-ce que le soleil est levé ou le soleil n'est pas levé ? En fonction de si le soleil est levé ou pas et l'heure qu'il est, il va choisir le scénario adapté au moment de la journée. Donc si c'est le matin, ce sera une lumière douce. Si c'est en plein milieu, à midi, ce sera une lumière très blanche. Si c'est vers 10 heures, ce sera une lumière un peu plus jaune. Et si c'est en fin de soirée, ce sera une lumière un peu plus orange. Et ça pour toutes les pièces. Que ce soit en allumage en activation avec une pression sur un bouton ou une détection de mouvement à un moment où la luminosité dans cette pièce n'est pas suffisante. Ok, donc là, il y a beaucoup de choses, je pense qu'il faudrait préciser dans tout ce que tu as dit, il y a plein de choses. Déjà, en termes de complexité, entre guillemets, de scénario, effectivement, par rapport à ce que l'on peut voir dès qu'on lance l'application Home, on peut aller beaucoup plus que juste si je fais ça, alors ça. Là, clairement, tu as chaîné plusieurs types de scénarios et tout. Moi, je voulais revenir aussi sur le matériel parce que tu as dit, quand j'appuie sur un bouton, sur un interrupteur, ça lance le scénario. De mémoire, je ne connais pas de produit d'interrupteur connecté pour l'instant Apple. Si ? Oui, donc tous les interrupteurs Philips Hue sont compatibles HomeKit. Tu parles de boutons ou tu parles de vrais interrupteurs ? Alors, moi j'ai des vrais interrupteurs qui sont des boutons. Donc, je ne sais pas si tu connais la gamme Friends of Hue. Donc en gros, c'est Philips Hue qui a mis à disposition une technologie N-Ocean. La technologie N-Ocean, voilà, c'est la sans fil, sans pile. Ouais. D'accord. J'en ai un. Donc quand on pousse sur le bouton, c'est un piezo comme les briquets électroniques. Et donc en poussant, on génère une certaine force. Cette force est convertie en électricité. Et cette électricité est suffisante pour informer le pont que tel bouton a été pressé. Et ça a la même forme que mes interrupteurs de base installés dans ma maison. Parce que Friends of You travaille avec Nico, qui est la marque de mes interrupteurs. Et donc, ça a exactement le même aspect que mes interrupteurs physiques. D'accord. Et c'est quel modèle que tu as dit ? J'ai pas. Donc, compris. Le modèle que j'ai, c'est des Nico Friends of You. D'accord. Okay. Et donc, ça existe. Moi, j'ai des Nico, mais je sais que ça existe avec d'autres marques, des marques. Je crois qu'il y a 6 versions différentes. Ouais, donc, en fait, la technologie est exactement la même, mais l'aspect extérieur correspond à la marque qui le vend. D'accord. Ouais, moi, j'ai un Odon, par exemple,
qui correspond pas du tout au bouton que j'ai chez moi, mais que j'ai eu à tester. Si tu avais des interrupteurs Nodon, ça ressemblerait à ça aussi. Ouais, effectivement. Ouais, parce que je sais que Nodon en fait qui ont exactement la même tête, mais qui sont pas les Friends of You, quoi. Et alors, ce qui est très très pratique, c'est que derrière, il n'y a rien du tout. Donc, par exemple, il y a un endroit chez moi, j'avais un seul interrupteur. J'avais mon interrupteur normal avec ma petite platine de présentation. J'ai enlevé la platine de présentation, j'ai pris une platine double, et dans le deuxième trou, j'ai mis le fameux Friends of You. Donc, une fois qu'il est mis dans une platine, il peut être collé sur un mur. On a l'impression que c'est un vrai interrupteur, mais en fait, c'est juste les boutons. Il n'y a rien derrière. Il n'y a pas de fil, ouais. Il y a rien derrière et il y a même pas d'espace, il n'y a même pas besoin de trou dans le mur pour le mettre. Oui, c'est ça, oui. Mais tu as gardé ton interrupteur physique ou tu as mis un domino et tu... Alors non, j'ai mis un module de chez Aqara derrière l'interrupteur physique, parce qu'en fait c'est un interrupteur double. Il y en a un qui sert pour allumer les lumières dans le salon, et donc qui lui, en fait, quand on l'éteint, se rallume tout seul, et l'autre, il sert à allumer et éteindre les lumières de la terrasse qui ne peuvent pas. Je pouvais pas changer les ampoules de ces lumières-là, donc j'étais obligé de jouer sur allumer, éteindre le courant. Ok, donc tes ampoules en fait ne sont jamais vraiment éteintes. Elles sont juste éteintes de façon connectée. De lumière, ouais. Voilà. Elles sont éteintes de lumière, mais pas éteintes en électricité. C'est des choses qui seront peut-être simplifiées. Là, il y a un peu de bidouille et tout, mais des choses qui seront peut-être simplifiées avec le produit qui va sortir Philips Hue là, au mois de mars, dont on a parlé dans l'épisode spécial, là, le petit module qu'on mettra derrière un simple interrupteur. Alors, vous m'aviez hyper excité avec ce. D'ailleurs, moi, je vais revenir sur ce que vous disiez au début. J'ai pas écrit de notes, mais il était vraiment bien le podcast de la semaine, enfin le dernier podcast. Ah, merci. Il était vraiment merci. Ça fait plaisir. Et donc, quand j'ai entendu la présentation avec ce petit module justement à mettre derrière, je me dis mais comment ça marche ce truc? Donc je me suis renseigné. Ça marche à pile. Il n'y a pas besoin d'électricité. Et donc en fait, ça fait la même chose que mon petit piezo en fait. À chaque fois que je vais changer d'état d'interrupteur, ça va envoyer une commande au pont U pour dire voilà, l'interrupteur Intel a été pressé. Mais ça n'aura aucune action sur l'électricité qui va aux lampes. Il faudra continuer à mettre un wago pour amener la lumière en permanence. Bah, je suis pas sûr en fait, parce que moi, tu le mets. Si, moi j'ai bien regardé. Je suis certain, moi. Je suis certain. Tu es obligé de les alimenter en continu. Et du coup, en gros, ton bouton physique en fait devient un bouton sans fil au même titre que les petits Dimmer Switch U et compagnie. Justement, donc d'où ma question que j'avais pendant l'émission, c'est comment on fait avec du va-et-vient ou alors quand tu as 3 boutons poussoirs pour une même pièce. Bah, a priori, de ce que j'ai compris, il faudra mettre des modules partout. Ah bah alors là, ça va être carrément moins intéressant. Mais bon, on va pas digresser. On va essayer de timer quand même l'émission. Mais de toute façon, on en reparlera. Enfin, moi, j'ai tellement de questions sur ce produit-là et voilà. Next. Ce qu'il faut savoir, c'est que avec HomeKit, on va aussi pouvoir faire quand même de la sécurité, hein, pas juste du confort avec les lumières. T'as mis des choses sur tout ce qui est sécurité de la maison, sur l'eau, le feu, etc. Ouais. J'ai installé, ça c'est une de mes vidéos YouTube qui a le mieux marché. J'ai installé un capteur d'humidité sous le lavabo et l'évier, pardon, et la machine à laver, donc le lave-vaisselle. Et grâce à ça, dès qu'il y a de l'humidité à cet endroit-là, les lumières se mettent à clignoter en bleu, par exemple. Si j'ai mon capteur, donc j'ai un capteur de fumée et de CO de chez Nest, qui vont vont activer un scénario. S'il y a de la fumée, il y a les lumières qui vont clignoter vers la porte pour que les gens s'en aillent. Et s'il y a des fuites de CO, ça va clignoter en rouge. Donc tout ça, ça marche vraiment bien. C'est hyper efficace. Ouais, donc en fait, c'est hyper psychédélique. Ouais, c'est psychédélique. Et donc, les enfants comprennent tout de suite ce qu'ils doivent faire quand ça clignote en rouge, ils savent qu'ils doivent partir. C'est assez efficace. Non, mais en plus, c'est vrai que la vidéo, ton scénario, il est vachement bien expliqué, détaillé.
et enfin voilà, si vous voulez comprendre comment c'est pas du codage d'ailleurs, enfin ça y ressemble. Et en fait, si, c'est du codage, mais avec un langage. Mais sans code. Voilà, voilà. C'est du codage, ça fait peur. Du codage, c'est très informaticien. Là, c'est juste des blocs. Si je veux que ça sonne, si je détecte de l'eau, si ça y a encore de l'eau, si ça s'arrête, etc., etc. Bah, c'est de l'automatisme en fait, c'est du. Ouais. Donc c'est hyper intéressant. Juste un truc que je reviens vite fait sur les lumières. Tu as également des détecteurs de luminosité, c'est ça? Oui. Donc en fait, les capteurs de mouvement de chez U intègrent capteur de mouvement, capteur de luminosité et température. D'accord. Ouais. Okay. Et donc du coup, il te remonte les trois infos. Donc je peux capter un mouvement et puis vérifier la luminosité du capteur qui a capté le mouvement pour voir si en fonction de l'heure, ça sert à quelque chose d'allumer ou pas la lumière. Oui, parce que j'ai aussi fait un autre truc. J'ai testé chacune des scènes dans chacune de mes pièces et vérifié la luminosité que amenaient mes différentes scènes dans chacune de mes pièces. Et donc, du coup, si la luminosité de la pièce est plus grande que la luminosité maximum que je peux amener en allumant à fond, je sais que ça sert à rien d'allumer. Ok. Ouais. Bon, parfait. Ensuite, en fait, Julien, il a fait une pause. Il est parti. Non, je suis là. Il est tombé de sa chaise. Ouais. Il était vérifié son branchement DU. C'est ça, j'ai été vérifié, mon Dieu. Tu es un utilisateur de Nuki. Oui, ça c'est un... Oh, le bonheur. Alors ça, la chance. Je ne peux que inciter tout le monde à acheter cette... me dis pas ça, me dis pas ça. Non, si, sur Amazon. Sur Amazon ou n'importe où. Oui, non, mais vraiment, c'est... Alors, bon, j'ai 3 enfants. Et on habite dans un intérieur d'îlot et les enfants partent souvent de la maison et partent et reviennent. Avant la Nuki, j'étais devenu le portier des enfants. Ils arrivaient devant parce que donc il est hors de question de leur filer une clé pour qu'ils la perdent en 10 minutes, donc ça c'est sûr. Du coup, ils sont à la porte et ils toquent. Donc moi, je pouvais arrêter mes activités toutes les 15 minutes parce qu'il y avait un enfant qui avait envie de rentrer. Depuis qu'il y a la Nuki, c'est terminé. Ils ont leur code, chacun a son code, ils font leur code, ils rentrent et ils sont super contents. Donc franchement, c'est génial. Pour les chats, ça marche pas, effectivement. Ah mince. Pour les chats, il y a autre chose. Il y a des châtières connectées pour les chats. Ouais, j'ai installé une chatière connectée chez mes parents. Porte-fenêtre, c'est compliqué. Si, tu peux découper le verre. Ah ouais, alors, pour la porte-fenêtre, il y a un truc. Hein. Ouais, il y a un truc. Tu ouvres la porte-fenêtre, tu mets une planche verticale sur toute la hauteur avec la chatière dans le bas. Et tu verrouilles la porte quand même. Avec un bois derrière pour pas que ça puisse s'ouvrir plus. Donc, il y a moyen. Ouais, bon, là, c'est quand même moyen. Parlons, enfin, tu as évoqué donc le produit qui s'intègre très bien dans HomeKit, Nuki. En termes de sécurité et alarme, est-ce que tu gères une alarme à part ou est-ce que tu as directement fait ton alarme via HomeKit? Eh ben, c'est pareil, tout est dans HomeKit. Donc, en fait, j'ai un pont Aqara. Au début, je n'utilisais que le pont Aqara. Maintenant, j'ai installé un plugin de nouveau HomeBridge qui s'appelle Alarm System et qui permet de générer une alarme dans l'environnement HomeKit. Et donc, dès qu'il y a une porte qui s'ouvre ou qu'il y a un mouvement qui est détecté, si l'alarme est enclenchée, il va lancer le scénario qui est en lien avec l'alarme. Donc, le scénario qui est en lien avec l'alarme, c'est lancer la piste son alarme sur le HomePod, sur l'Apple TV, dans les baffles de la chaîne Hi-Fi, faire clignoter les lumières, m'envoyer des notifications, etc., etc. Et puis j'ai les caméras vidéo, j'ai 2 caméras vidéo qui couvrent l'ensemble de la maison, qui me permettent avec HomeKit Vidéo Secure d'avoir un retour et de n'être prévenu que, par exemple, j'ai aussi un chien. On a parlé des enfants, mais on n'a pas parlé du chien. Et pour les détections de mouvement, c'est un problème d'avoir un chien parce que le chien, il se balade toute la nuit, donc la lumière s'allume, s'éteint, s'allume, s'éteint. Ah, oui, du coup, les détections de mouvement, je les fais uniquement avec la caméra et je fais uniquement de la détection de mouvement d'humain. Donc, si le chien se balade, ça s'allumera pas. Mais si c'est un humain qui se balade, là, ça s'allumera. Ah, ta détection de mouvement, tu ne le fais pas avec des capteurs de mouvement, tu les fais avec tes caméras. Oui. Et HomeKit Vidéo Secure, du coup, exact. Tu peux configurer dedans, c'est ça Oui, je peux dire
je veux que le trigger soit uniquement sur des véhicules ou uniquement sur des humains ou uniquement sur des animaux ou des véhicules et des humains ou des véhicules et des animaux, etc. C'est aussi ce qui est très fort avec Home Video Secure, c'est que voilà, tu peux aller beaucoup plus loin que ce que peut te permettre une caméra qui a pas intégré ce type d'IA derrière, quoi. Donc, et pour continuer avec HomeKit Video Secure, quand j'ouvre mon application et que j'ouvre ma caméra, je peux visualiser tous les gens que la caméra a vus parce qu'elle va faire de la triangulation, sur les yeux, le nez, la bouche, et elle va faire de la reconnaissance faciale sur tous les gens qui sont venus chez moi. On en avait parlé lors de ça, c'était les dernières nouveautés de la WWDC de mémoire. Hein. Ouais. Et exact. On en avait parlé quand on avait fait l'émission spéciale et ils avaient annoncé tout ce qui était vidéo sécure, qui concurrence carrément la Netamo Welcome, alors que c'est totalement gratuit. Mais ça, voilà. Juste pour revenir quand même sur tes capteurs caméra, je vais l'appeler ça, tes mouvements détectés par caméra, tu as pas trop de lag. C'est-à-dire que tu passes pas dans le couloir et la lumière s'allume quand même après, quoi. C'est instant. C'est instantané. Le plus gros lag que j'ai, c'est dans le raccourci qui est exécuté quand il détecte le mouvement. Mais le mouvement est détecté instant. Parce que donc après, il y a beaucoup de vérifications. D'abord, il va vérifier si l'interrupteur Smart House, parce que donc j'ai créé des j'ai un interrupteur qui s'appelle Smart House. S'il est éteint, la maison ne réagira pas toute seule. Donc, si par exemple ma mère vient garder le chien pendant que je pars en vacances, je vais désactiver Smart House de manière à ce que les lumières s'allument pas toutes seules et qu'elles se demandent pas ce qui se passe. Les interrupteurs vont marcher normalement. Quand on va appuyer, ça va allumer. Quand on va appuyer, ça va éteindre. Mais il commencera pas à y avoir des scénarios sur base de la journée, etc., etc. Alors que si mon interrupteur Smart House est allumé, alors là, quand je vais allumer l'interrupteur, il sait que Smart House est allumé. Du coup, il va vérifier la position du soleil, l'heure de la journée pour pouvoir adapter la lumière au mieux. Alors, je voudrais continuer sur le même chemin. Les caméras que tu utilises, est-ce que c'est toutes des caméras HomeKit officielles et qui coûtent 300 €? Alors, aujourd'hui... C'est plus le cas, ça. Je grossis. Tu sais, on est chez Apple, il faut forcément payer, non? 3000 € la caméra. Ah oui, c'est ça. Alors, la Aqara G2, je pense. G2H. Elle est à G2H, elle est à 69 €. Hein. Non, 49 €. Elle est sortie officiellement en Europe ou toujours pas? Il me semble pas. Je pense pas. Moi, je l'ai la G2H qui est effectivement compatible HomeKit, mais elle est toujours sur les serveurs chinois de mémoire. Alors, si tu la passes sur HomeKit Video Secure, elle n'est plus sur les serveurs chinois. Alors c'est peut-être ça mon erreur, parce que effectivement je l'avais mis d'abord dans l'application Xiaomi et je l'ai pas mis dans l'application HomeKit. Faudrait que je regarde. À partir du moment où tu la mettras dans l'application HomeKit, elle ne parlera plus qu'avec ton concentrateur. Donc du coup, Xiaomi n'aura plus voilà. Ou elle parlera peut-être chinois avec ton concentrateur, mais en tout cas, elle ne parlera plus au chinois. C'est bon ça. Et en plus, elle sert de pont pour Aqara. Donc si tu as des capteurs d'ouverture de porte, tu peux utiliser ta caméra comme pont Aqara. Compatible HomeKit. Donc si tu achètes une caméra Aqara et qu'à côté tu achètes un capteur d'ouverture de porte ou un capteur de vibration, tu vas pouvoir le pairer avec le pont qu'est la caméra, qui est un pont Zigbee aussi. Ouais, ça on en avait déjà parlé. Effectivement, la G2 et la G2H font passerelle pour passerelle Zigbee. Ouais, donc ça c'est quand même très très cool. Donc tout n'est pas hors de prix. Donc aujourd'hui, je ne fais effectivement plus que du HomeKit Video Secure parce que c'est quand même hyper confortable. Mais avant ça, j'ai fait plein d'autres trucs. Donc avec le Raspberry Pi, j'avais installé une application qui s'appelle Motion. Et grâce à une caméra USB que j'avais branchée sur le Raspberry Pi, je pouvais faire de la détection de mouvement et remonter les détections de mouvement dans HomeKit. Et je pouvais aussi remonter une image fixe toutes les 10 secondes de ce que voyait cette caméra. Et j'avais utilisé ça à l'époque
J'habitais à un autre endroit, dans un autre domicile. Et le chien, quand on partait au bureau, allait se mettre dans le fauteuil. Du coup, j'avais mis la caméra vers le fauteuil. J'avais fait une zone d'activité dans le fauteuil. Et dès qu'on partait de la maison, quand il y avait un mouvement qui était détecté dans cette zone, il lançait, il jouait de la musique sur les enceintes. Et la musique, c'était un son, d'ailleurs je l'ai encore, je pense, dans mon cloud, un son de moi qui disait « Lola, maintenant tu descends du fauteuil, ça suffit !» Et donc ça le jouait, dès que le chien montait dans le fauteuil, ça jouait automatiquement ça. Et à la fin de la première journée, quand on est rentré, les voisins sont venus nous voir en nous disant « Il faut que vous arrêtiez votre truc là, c'est pas possible, on va devenir taré. » Donc ça a tenu un jour, et apparemment le chien n'en avait strictement rien à foutre, vu que ça a fait ça toute la journée. Donc c'était pas hyper efficace, mais c'était fonctionnel. Alors après, j'ai fait d'autres trucs. Il y a j'ai oublié comment ça s'appelle. J'ai fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube sur les caméras vidéo de comment j'ai hacké HomeKit, un titre bien putaclic comme il faut. Il faut, bah oui, c'est le jeu. Et donc là-dedans, j'explique comment utiliser n'importe quel device. Moi, pour le coup, c'est une tablette Nexus comme caméra HomeKit. Donc avec HomeBridge, on prend le smartphone, on récupère l'adresse IP et on la rajoute comme une caméra IP dans HomeBridge qui ajoute une nouvelle caméra dans HomeKit. C'est vachement pratique. Ça permet d'avoir des caméras pour vraiment pas cher dans HomeKit. Donc c'est quand même pas forcément toujours très cher. Et puis j'ai même été encore un peu plus loin. Vas-y. J'ai utilisé une GoPro et le réseau Wi-Fi de la GoPro pour discuter entre un Raspberry Pi et une GoPro pour pouvoir faire des photos toutes les 15-20 secondes et les envoyer en Wi-Fi jusqu'au Raspberry Pi qui, lui, les mettait à disposition de HomeKit à travers HomeBridge. Ok. Donc, voilà. Et sur l'histoire des caméras, par contre, toutes les caméras que tu transformes en HomeKit ou qui sont HomeKit ne prennent pas toute la détection de visage ou l'enregistrement. Non. Il faut qu'elle soit HomeKit Video Secure. Donc, par exemple, les Arlo sont compatibles HomeKit, donc on peut les voir remonter dans HomeKit, mais elles ne sont pas compatibles HomeKit Video Secure. D'accord, donc comme comme la Netatmo ou comme la Arlo. Ah ouais. Donc, je pensais que j'allais mal configurer un truc, mais tu me confirmes Parce qu'en fait, ils ont des systèmes de stockage internes, que ce soit Arlo ou la Netatmo. Dans ta Netatmo, tu peux mettre une carte SD. Oui. Et puis, pour tes caméras Arlo, tu peux aussi mettre une carte SD dans le pont Arlo. Et ils ont aussi un système et Netatmo et Arlo de bridge payant, enfin de stockage payant en ligne. Payant, oui. Ouais, de cloud payant en ligne. Et donc, du coup, ils sont pas compatibles HomeKit Video Secure parce qu'ils savent qu'ils perdraient tous leurs clients. S'ils étaient compatibles HomeKit Video Secure, leur principe SaaS passerait à la trappe vite fait. Ah, et ça, c'est pas très cool. Donc, c'est pour ça que pour avoir la détection de visage, la détection de personnes, de véhicules et d'animaux, c'est obligé que ce soit des caméras qui soient HomeKit Video Secure. Ok. Et si tu veux pouvoir enregistrer et conserver une caméra, tu dois payer, je crois que c'est 99 cents par mois à Apple. Et si tu veux pouvoir mettre plus qu'une caméra et jusqu'à 5 caméras, là, il faut que tu prennes le forfait complet. Le forfait 200 gigas. Ouais, exactement. Alors, je voudrais juste revenir quand même sur ce que tu as dit sur la Netatmo, parce que pendant que je t'écoutais, j'ai eu un doute et j'ai ouvert mon application Home. Moi, j'ai une Netatmo Welcome, celle qui reconnaît les visages à la maison, à l'intérieur. Et pourtant, j'ai bien ma détection de visage et ma reconnaissance de personne. Oui, mais c'est pas Apple qui le fait. C'est des devices qui sont exposés par la caméra. C'est la technologie dans la caméra Netatmo Welcome qui va dire j'ai détecté un visage ou j'ai détecté une personne. Alors que dans le principe HomeKit Video Secure, c'est Apple, en recevant l'image de la caméra, qui détectera une personne ou un visage ou un véhicule. Par contre, le matching, il est fait par Apple.
Parce que là, tu vois, c'est vraiment, je suis désolé, je le regarde et moi, dans mon compte Netatmo, j'ai effectivement défini mes enfants, ma femme, etc. Par contre, j'ai mis juste le prénom, d'accord ? Et là, je vois qu'il me dit, c'est Alexandre Gomez, c'est Julien Gomez. Et ça correspond aux fiches et au visage de mon application photo. Mais il te le met dans... Et ça, c'est dans l'application Netatmo. Ah non, je suis dans l'application Home. Oui, effectivement. Et tu les vois où quand tu rentres dans reconnaissance faciale ? Je vais dans ma caméra, j'ai ma timeline, et dans ma timeline en bas, je vois les différentes personnes et je vois bien le nom, le tag. C'est ça qui est marrant, en fait. Tiens, c'est fou, ça. Bah oui, mais par contre, mais donc ça veut dire qu'elle enregistre... tu as des séquences enregistrées que tu vois dans... Ah bah oui, là, je peux remonter toute la timeline dessus. Donc, il y a peut-être eu des améliorations depuis. Hein. Dans la Netatmo. Après, oui, il y a une carte SD dans la Netatmo. Donc, ce que tu vois dans HomeKit, c'est ce qu'il y a dans la carte SD du Netatmo ? Peut-être. À voir si je déconnecte la carte SD. Mais par contre, moi, c'est la reconnaissance de personne. Il me dit bien, c'est Julien Gomez. C'est pas juste Julien que j'ai défini dans mon application Netatmo. Ouais, non, effectivement, hein, je confirme, il va te chercher dans ton calendrier, dans tes contacts, les gens que tu as enregistrés. Si tu as défini une fois en disant c'est un tel. Oui, je confirme aussi. Hein. Ouais. Mais par contre, j'étais étonné que ça puisse être fait autrement que via HomeKit Vidéo Secure. Donc peut-être qu'effectivement, à travers le framework HomeKit, Apple a donné la possibilité de dire si vous avez des caméras et que vous voulez pousser le nom d'une personne qui a été détectée sur base d'une fiche de photo du téléphone, c'est possible, vous pouvez le faire. Voilà la structure avec laquelle on attend votre renseignement. Parce que nous, on le fait et c'est comme ça qu'on fournit le renseignement à l'application. Mais bon, de toute façon, après, si on bénéficie de fonctionnalités en plus et effectivement gratuitement, sans payer par les clouds payants, bon, tant mieux, pourquoi pas. Gratuitement si tu as l'abonnement à iCloud quand même de 200 gigas. Oui, alors forcément, c'est ça. Il faut le préciser peut-être aussi, c'est que pour avoir HomeKit Vidéo Secure, il faut avoir ton abonnement iCloud. Oui, mais alors maintenant de nouveau, ça a l'air cher vu de l'extérieur comme ça, mais moi, la famille, c'est 5 personnes. 200 gigas, c'est pour les 5 personnes. Et puis là-dedans, il y a l'accès à Apple Arcade, il y a iTunes Music, il y a Apple TV, et je paye un bundle One famille pour tout le monde. Et ça me coûte vraiment pas si cher que ça. Ça me coûte, je pense, moins de 30 € par mois pour 5 personnes. Quoi. Alors, moi, j'ai aussi l'abonnement. Moi, il y a juste une chose, c'est la sauvegarde de tous les devices. Je parle même pas effectivement de la musique et tout. C'est sauvegarder les devices de toute la famille. Ça, pour moi, c'est le plus important parce que ça, c'est la base. Voilà, c'est la base. Ça, c'est la base de tout. Donc, effectivement, 9,99 € par mois pour avoir effectivement cette sauvegarde. Pour moi, il y a pas de problème. Il faudrait que je me penche d'ailleurs sur le One parce que j'ai Apple Music et il faudrait que je concentre tout. Ouais, mais si tu as un 2 Tera, il n'est pas sur le One. Tu peux prendre les options. Hein. Après avoir pris ton abonnement One, tu prends des options pour augmenter, comme quand tu fais iCloud et tu passes effectivement aux 2 Tera. J'ai dit 200 gigas, mais c'est 2 Tera. Et en fait, c'est même encore plus simple. Si tu vas dans tes abonnements, il va te proposer d'office de te dire tu veux pas prendre un One plutôt parce qu'en fait, c'est moins cher que ce que tu prends déjà. Oh, ils sont cool. Ils veulent te faire économiser des sous, Apple. C'est quand même... ils veulent être bien sûrs que tu ailles nulle part ailleurs prendre ta musique ou que tu ailles nulle part ailleurs prendre tes vidéos. C'est surtout ça. Oui. Bon, après, ceci dit, donc c'est ça l'abonnement 2 Tera, c'est 10 € par mois de stockage. Et c'est vrai que si on passe sur HomeKit, enfin sur l'application Home Maison, c'est qu'on a plusieurs devices Apple, donc on est déjà plusieurs objets Apple, et donc généralement on utilise iCloud aussi. Donc à un moment donné, si on veut aller au bout de la démarche et de tous les services,
on passe dedans, quoi. Tu y mets le doigt, tu perds le bras, comme on dit beaucoup. C'était l'idée de la cage dorée de tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Elle est belle. On va passer, on a parlé de sécurité, on a parlé de confort, on va passer au multimédia. Est-ce que tu fais des choses particulières par rapport au multi-room, etc. Bon, tu as déjà parlé un peu du HomePod mini, comme quoi c'est génial. Ouais, donc en fait, j'ai effectivement pas mal de... En fait, HomeKit travaille avec AirPlay 2, qui est la nouvelle norme de diffusion de musique de Apple. Et donc, que ce soit le HomePod mini, l'Apple TV, ou encore, et c'est un peu moins connu, les AirPort Express peuvent servir de point de sortie musicale. Donc, j'ai dans la cuisine le HomePod, dans le salon une Apple TV qui est branchée sur des enceintes. Dans la chambre de ma fille, il y a un Sonos, mais qui est compatible AirPlay 2, donc qui fait partie de l'écosystème. Et dans la chambre des kids, donc des garçons, il y a le fameux AirPort Express qui diffuse de l'Internet, un Wi-Fi spécifique pour eux, et qui en plus accueille un port mini jack optique qui permet d'avoir un son directement sur un ampli. Et puis j'ai encore dans la chambre une Apple TV sur la télé de la chambre. Et tout ça peut jouer la musique en simultané, soit la même source, soit des sources différentes chacun, et piloter tout ça depuis n'importe quel téléphone ou n'importe quelle source. Et de la voix aussi, on peut dire, je vais pas le dire parce que sinon ça va faire de la musique dans toute la maison et je vais avoir des problèmes, mais dit bazar, joue la musique dans... Moi j'ai appelé la maison le loft, donc je joue la musique dans le loft, il va jouer la musique dans tous les baffles de la maison et allumer tous les devices musique de la maison. Et donc le truc que j'ai fait en plus et qui est intéressant quand même, c'est que les télés qui à la base ne sont pas compatibles HomeKit mais compatibles AirPlay 2 uniquement, maintenant sont compatibles HomeKit, donc sont aussi pilotables depuis HomeKit. Et le truc qui est vraiment intéressant, c'est surtout qu'il y a les remontées d'état dans HomeKit. Donc quand il y a un changement d'état ou qu'il y a une automatisation pour vérifier un état, on peut savoir si la télé est allumée ou pas allumée, si elle est allumée, sur quel output elle est ou des choses comme ça. Et ça peut permettre moi, ça me permet de faire des conditions dans mes automatisations et de pouvoir dire, si la télé est allumée sur ça, alors on va faire ça. Si la télé est allumée sur ça, alors on va faire ça. On va faire ça plutôt comme ça. Il est telle heure, le soleil est à tel azimut avec tel angle et on regarde la télé, il faut fermer le rideau, sinon il va y avoir des reflets, des choses comme ça, quoi. Et comment t'as rendu ta télé compatible HomeKit alors qu'elle l'était pas? Juste avec AirPlay 2? Via Homebridge? Non, juste Homebridge, ouais, avec Homebridge. Homebridge, d'accord. Et les plugins, ouais. Alors, donc, la télé Samsung, c'est le Tizen, ouais, de Frame, ça c'est vraiment super. Je croyais que c'était nativement compatible HomeKit, celle-ci. Alors, elle est nativement compatible AirPlay 2. Ouais, mais pas. Et c'est un peu trompeur, en fait. Ouais, effectivement. Alors, on parlait justement des différentes enceintes pour diffuser la musique et tout. Forcément, on peut aussi rendre n'importe quel système, enfin n'importe quel, il y en a beaucoup qui ne sont pas compatibles AirPlay 2 et qu'on peut transformer, notamment des anciennes Sonos. Si vous êtes déjà équipé de multiroom et que vous voulez faire, sachez qu'il y a des solutions pour rendre vos anciennes enceintes Sonos, alors je suppose qu'il doit y avoir pour des Bose, etc., pour les faire passer sur du AirPlay. Hein. Oui. Ça existe. En effet, c'est très pratique. Donc, par exemple, pour Sonos, si tu achètes une Sonos dernière génération... Oui, ça ouais. Mais si, avec les Sonos classiques, sans acheter une nouvelle Sonos, tu fais comment, Julien? C'est quoi la solution? Moi, je le gère dans Home Assistant, mais comme c'est juste un add-on que tu rajoutes dans Home Assistant, ça doit fonctionner aussi à part sans problème. Parce qu'effectivement, si tu as des vieilles Sonos et tu as une Sonos récente qui gère le AirPlay, tu vas pouvoir piloter l'ensemble de tes Sonos. Elles vont s'intégrer dans le AirPlay. Donc par extension, elles le font. Mais non, alors je te dis, moi avant d'avoir mon Sonos Amp, j'avais aucune enceinte Sonos qui était compatible AirPlay. Et j'avais utilisé AirSonos qui donnait la capacité AirPlay au Sonos. D'accord.
Et AirSonos, c'est un plugin, enfin c'est. Alors, une moi, je l'ai part utilisé via Home Assistant, donc c'est un add-on, mais un add-on dans Home Assistant, c'est un truc qui fonctionne totalement à part de Home Assistant. Donc, je pense, encore une fois, que ça doit être installable à part, sans problème. Alors, moi, j'ai fait, comment est-ce que ça s'appelle? J'ai transformé un Raspberry Pi en source AirPlay 2. Ça marche assez bien. Et donc, c'est juste un petit programme qui s'installe et qui utilise la sortie jack du Sonos comme une sortie son AirPlay 2. Donc, c'est pas du Sonos, du Raspberry Pi comme une sortie AirPlay 2. Donc, ça marche très, très bien, ça. Alors, justement, on n'arrête pas de parler bidouille. Donc, si vous voulez pas, on va dire, acheter que du officiel HomeKit, on l'a déjà dit tout à l'heure, il existe la solution HomeBridge pour intégrer des produits qui, à la base, ne sont pas intégrables dans HomeKit. Tu peux un petit peu expliquer tous les produits que tu as pu intégrer via ça et les possibilités que ça t'a débloqué? Alors, ouais, parce que c'est vraiment un outil qui est incroyable. Il faut, si on fait du HomeKit sans HomeBridge, c'est presque faire On est du vite bateau limité, à quoi. voile sans Ouais. vent. C'est très joli, c'est très beau, mais ça n'avance pas très vite. Donc, du coup, avec HomeBridge, ça permet de faire vraiment beaucoup plus de choses. Le tout premier plugin que j'ai installé sur HomeBridge, c'était le plugin Nest, donc pour rendre mon Nest compatible avec mon système HomeKit. Mais je l'utilise aussi pour les lumières, parce que j'ai certains systèmes d'encastrement qui sont un petit peu serrés et qui n'accueillent pas, enfin qui sont trop petits pour accueillir des ampoules Philips Hue. Donc j'ai dû me rabattre sur un autre modèle qui est les Tradfri de chez Ikea. Et donc j'ai donc utilisé ces ampoules-là. Et pour ne pas devoir avoir plusieurs ponts et pouvoir tout gérer depuis le même endroit, j'utilise un plugin qui me permet de remonter les ampoules Tradfri branchées sur le pont Philips Hue dans mon environnement HomeKit. Après, c'est surtout des plugins qui m'ont permis d'avancer, comment je vais dire ça, un peu plus dans un moyen de me faire remonter des informations supplémentaires dans HomeKit. Donc, par exemple, j'ai un plugin qui s'appelle Sun Position, j'en parlais un peu tout à l'heure, qui me permet d'avoir l'azimut, donc c'est-à-dire l'angle avec le nord que fait le soleil par rapport à ma position géolocalisée, et également l'angle que fait le soleil avec la Terre à l'endroit où moi je me trouve à un moment T. Et ça, c'est vachement pratique pour pouvoir faire des automatisations par rapport au rideau ou au store ou des choses comme ça. Par exemple, si dans mon bureau, quand j'aurai mon store connecté, je sais que entre 172 degrés et 217 degrés d'azimut, avec un angle de plus de 15 degrés, j'aurai du soleil dans l'écran de mon ordinateur. Du coup, je peux dire, quand il y a quelqu'un dans cette pièce, le bureau, et que l'ordinateur est allumé, alors ferme le store, parce qu'on ne voudra pas avoir de reflet. Okay. Donc voilà un peu les choses qu'on peut faire avec le Sun Position. J'utilise aussi un plugin météo. Ça, c'est plus pour tout ce qui est arrosage, pour savoir s'il va pleuvoir demain, s'il y a des prévisions de pluie, quelles sont les prévisions de pluie, s'il va y avoir de la neige, etc. Et puis après, c'est surtout des plugins comme les télés dont je parlais tout à l'heure, que ce soit la Samsung Frame ou la Philips Ambilight. J'utilise aussi pour le Mi Flower Care, dont on a parlé tout au début pour l'automatisation de l'arrosage de mes bacs. Ça me coûte un pont en pile parce qu'il est à l'extérieur et que plus c'est loin, plus ça use de la pile. Donc je change la pile tous les 2 mois. Mais bon, voilà, pour le moment, ça me va. J'ai acheté 48 piles d'un coup chez Amazon. Du coup, pour le moment, j'en ai, donc ça me va. Quand j'en aurai plus, on verra. Mais pour le moment, ça va. J'ai aussi le plugin Twinkly. Vous en avez parlé, ça, de la guirlande Twinkly. La guirlande de sapin. La merveilleuse guirlande Twinkly. Que moi, j'ai mis à l'extérieur. Bientôt, pas que des produits de Noël. Hein. Si tu as écouté effectivement l'émission sur le CES, ils ont annoncé plein de bons produits.
Ben, je t'avoue que moi, j'avais déjà bien organisé dans ma tête que ma guirlande ne serait pas que pour Noël. D'ailleurs, elle y est toujours et elle va y rester toute l'année, je pense. Je l'ai mis, donc en fait, pour revenir, j'ai des bacs. Dedans, j'ai des lierres qui grimpent sur des grillages. Et sur ce grillage, j'ai mis la plus grande qui existe, c'est 600 LED. Et donc, j'ai à peu près 5 mètres de clôture en longueur sur 1,60 m de haut qui sont remplis de ces 600 LED. Et là, le soir, dès que le soleil se couche, donc là, pareil, j'utilise le plugin Sun Position. Dès que le soleil se couche, j'enclenche un léger clignotement sur les LED à l'extérieur. Et en fonction de la période de l'année, je change l'animation. Si pour Noël, j'avais mis du vert, du blanc et du rouge. Et puis là, on est repassé en mode, on va dire, un peu moins Noël, même s'il y a pas mal de neige. Et donc là, c'est juste un petit clignotage. Ils appellent ça vintage. C'est très joli. Et puis, ça me permet d'avoir de la lumière. Elles sont IP60. C'est ce que j'avais demandé, ouais. Elles sont étanches, ces guirlandes? Elles sont étanches, IP, tout ce que tu veux, et elles résistent jusqu'à moins 25 degrés à l'extérieur. T'as de la marge. Bah, j'ai eu moins 15 hier. Ah, oui, t'as quand même de la marge. Ouais. C'est vrai que ça fait encore pas mal. 10 degrés encore en moins, ça fait quand même pas mal. Et alors, le dernier plugin, c'est Harmony. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est Logitech qui fait ça. Ouais. C'est les télécommandes universelles, voilà. Et donc, avec ce plugin Harmony, ça me permet, depuis HomeKit, d'utiliser tout ce qui est plugué sur le Harmony. Donc, par exemple, j'ai une guirlande de Noël télécommandée qui clignote. Eh ben, c'est HomeKit qui, le soir, quand le soleil se couche, va simuler via Harmony l'appui sur une télécommande infrarouge qui va allumer la guirlande. Alors moi j'ai une question, vite fait. Oui. Est-ce que tu as entendu parler de Hoobs? Oui, bien sûr. Hoobs, c'est comme HomeKit, sauf que c'est plus cher et que, en fait, c'est juste plus cher. Parce qu'en fait, c'est exactement le... plus cher qu'Apple. Non, mais... mais tu as une solution Homebridge, mais tu peux l'héberger également. Oui, on parle de Homebridge. Hoobs, c'est Homebridge, mais en fait, ils te vendent une petite box déjà toute faite où c'est déjà installé, quoi. Ouais. Mais tu peux installer Hoobs directement si tu veux. Alors tu peux installer toi-même, mais quelle différence entre Hoobs et Homebridge? Pour toi, c'est identique. Mais en fait, c'est la même chose. La seule différence, c'est que Hoobs, ils ont décidé de faire un spin-off de l'open source. Raspberry Pi. Hein. Oui, non, mais je vais parler le logiciel de Hoobs. Il n'y a pas de choses différentes de Homebridge. Il n'y a pas des fonctionnalités autres ou supplémentaires. Il y a deux trucs un petit peu différents. Je sais que le Nest Hello et les caméras Nest le plugin marche mieux dans Hoobs et c'est un plugin propriétaire de Hoobs. Ok, ouais, donc autant rester sur Homebridge. Après, ça dépend si tu as une vraie grosse install Google Nest, ça vaut peut-être la peine d'avoir un Hoobs. Mais si tu as une vraie install Google Nest, en fait, tu es chez Google, quoi. Oui, mais j'en ai pas, donc comme ça, je suis tranquille. Mais effectivement, Homebridge, ça peut faire peur. Si au truc, entendre parler de ça, d'installer ça, mais ça s'installe vraiment très très simplement sur un Raspberry, c'est assez simple. Hein. En quelques clics, ça s'installe, mais ça s'installe aussi ailleurs. Hein. Il y a du sur un NAS, sur Synology, en Docker, tu peux même l'installer sur un Mac. Et puis même directement dans des solutions type JDOM, on peut intégrer dans JDOM Homebridge directement. Moi c'est comme ça que j'ai commencé à mettre un pied dedans. C'est moins bien. Ouais, effectivement, c'est ce que j'allais dire, c'est que moi j'avais beaucoup de soucis avec, et depuis que j'ai passé nativement à Homebridge tout seul sur un Raspberry, ça fonctionne du feu de Dieu, quoi. Et au moins, tu as une interface un peu plus propre. Ouais. Il y a une belle interface assez simple. C'est vraiment bien foutu, quoi. En fait, en vrai de vrai, JDOM a intégré HomeKit pour pouvoir exposer les devices qui sont dans JDOM dans HomeKit et pouvoir les piloter depuis un smartphone. C'est ça. Alors que d'installer Homebridge sur un Raspberry Pi, c'est vraiment avoir un pont pour concentrer des trucs pas compatibles HomeKit directement dans HomeKit.
c'est pas vraiment la même. Alors le même si, objectif, parce que quoi. dans la solution, dans le plugin Homebridge de JDOM, effectivement, tu peux réexposer comme ça tous tes équipements de JDOM, mais tu peux aussi rajouter les fameux plugins. Donc, par exemple, oui. le Harmony, etc. Tu peux les dire, bah tiens, utilise-moi ça, les configurer, et il réexpose tout comme si c'était déjà dans Homebridge, d'accord? Et tu peux rajouter les caméras aussi manuellement et tout. Donc, il fait les deux, hein, effectivement, le plugin JDOM. Mais ils l'ont dissocié avant, ça fonctionnait avec leur appli. Pas de bêtises. Et ça a été dissocié maintenant, il y a quelques temps. On parle de JDOM, c'est pas grave. Oui. C'est bien aussi, JDOM. Enfin, en soi, il n'y a pas de mauvaise. Je pense pas qu'il y a de. Si, il y a des mauvais choix. C'est pas vrai ce que je veux dire. Mais dans les gros acteurs du marché, que ce soit JDOM, que ce soit Home Assistant, que ce soit HomeKit, que ce soit Homebridge, il y a pas. Ils se valent à peu près tous. Après, c'est la manière dont tu veux pouvoir t'en servir et l'écosystème avec lequel tu vas interagir pour interagir avec ta domotique. Mm-hmm. Si tu as un smartphone Android, faut pas faire du HomeKit. C'est fou. Ah bah non, c'est clair. débile. C'est clair. Ouais. Mais concrètement, c'est vraiment par rapport à moi, j'aurais tendance à pousser vers du HomeKit parce que sécurisation, vie privée, etc., etc. Mais en soi, tu dois vraiment t'adapter à ce que tu as déjà comme device. C'est comme quand j'ai des amis qui me disent ouais, je vais changer de téléphone, j'hésite entre un Samsung et un Apple. Qu'est-ce que t'en penses? Ben mec, si t'hésites, hésite plus, achète un Samsung, quoi. Parce que si tu hésites entre un Mac et un PC, mais achète un PC. Ça coûte moins cher, ça fait la même chose. Alors que si tu dis ouais, je me demande, j'achète plutôt un MacBook ou un MacBook Pro. Ok, là on va discuter. Tu veux acheter un Mac, maintenant tu vas réfléchir à ce que tu veux acheter comme Mac. Et là, il y a une discussion à avoir. Mais entre je veux acheter un PC ou je veux acheter un Mac, il n'y a pas de discussion. Si tu te dis que tu es prêt à acheter un PC, achète pas de Mac. Non, ça fait la même chose et c'est moins cher. Là, pour le coup, je suis pas du tout d'accord. Mais Ah non? Non. Je montrerai en quoi avec un PC ou avec un Android, etc. Plutôt l'inverse. Avec un Mac et avec un iPhone, tu auras d'autres conforts. Je ne veux pas dire d'emmerde de l'autre côté. Tu n'auras pas les emmerdes de l'autre côté parce qu'encore une fois, c'est un point de vue, mais l'autre philosophie. Et bon, moi, je serais plutôt tendance à pousser et à faire comprendre la différence. C'est parce que tu n'as pas que, effectivement, c'est la même chose. C'est un PC. Effectivement, c'est un PC. Mais tu as quand même autre chose qui va avec. Donc, bon. Oui, mais si la personne se pose la question, mais est-ce que j'achèterais un Mac ou un PC? Parce qu'elle le sait pas. Elle le sait pas. Tant que tu n'es pas dans ce monde-là, tant que tu n'es pas dans l'écosystème, tu ne peux pas t'en rendre compte. Tu ne peux pas. Mais les conseils, moi, je les donne que quand on me paye. Donc, les amis, je leur dis non, achète un PC. Tu sais, je sais, moi aussi, je suis consultant en freelance en informatique et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Bon, est-ce que tu aurais quelques retours supplémentaires ou est-ce que pour toi, on va passer au point suivant qui est un peu les points positifs et les points négatifs pour toi de la solution HomeKit? Je pense qu'on a relativement fait le tour. On a parlé de à peu près tout. Maintenant, il y a des choses que j'ai vues arriver et que je sais qui seront compatibles HomeKit, alors je les attends arriver, qui sont incroyables. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé. C'est des choses qui s'installent sur l'arrivée générale d'eau de la maison et qui va détecter, donc je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand on allume et qu'on referme un robinet, parfois on entend des petits bruits de tuyaux comme ça qui bougent. En fait, c'est parce qu'à chaque fois qu'on va ouvrir ou fermer un robinet, il y a des ondes qui vont se diffuser dans les tuyaux. Et chaque robinet, donc type de robinet, marque de robinet, et la distance qu'il y a entre l'arrivée générale d'eau et le robinet en question fait que chaque ouverture et fermeture a une signature unique. Et donc ce device qui va s'installer sur l'arrivée d'eau générale de la maison va pouvoir capter des ondes émises par les ouvertures de tous les robinets de la maison et de calculer la consommation par robinet. Par robinet?
C'est canon, ça me fait penser à la signature électrique qui. Oui, on en a parlé. Je pensais que. Et exactement. Comment s'appelle ce produit-là? Parce qu'on n'en a pas parlé, je savais même pas. C'est super nul parce que je suis à chier au niveau des noms. Donc je vais le chercher dans les mails et je vais te le renvoyer. On les mettra dans les notes. On les mettra dans les notes de l'émission. Donc comme ça, ça ira. Vous irez sur le site Tech Café domotique, techcafé.fr pour aller consulter ça. Donc tu vas pouvoir suivre la conso de tes douches, etc. De tes exactement. toilettes. De la douche d'en haut, de la douche d'en bas, de la toilette de l'un. Ça c'est une tuerie. Ah ouais. Et alors l'autre truc qui est génial, c'est que s'il détecte pas de signature d'ouverture, mais qu'il y a quand même de l'eau qui passe, parce qu'il compte l'eau qui passe, il va faire une coupure, c'est qu'il y a une fuite quelque part. Ouais. Et c'est que compatible HomeKit ou c'est un truc qui est en plus compatible HomeKit? Alors, il sera, si j'ai bien compris, compatible HomeKit, Google et Alexa. Ok. Allez, je prépare la carte bleue. Ah oui, moi aussi. Et ça va coûter, je crois que c'est autour des 600 €, donc c'est quand même intéressant. Je laisse. Je vais laisser la carte bleue. Non, c'est bon. Alors, il y a un autre truc dont je veux parler parce que j'ai. Attends, il nous faut le nom de la marque pour déjà la citer, faire de la pub, etc. pour leur dire regardez, on peut vous faire de la pub. Il faut que je trouve. Je vais rechercher ça dans mes mails. Non, mais je rigole, ne t'inquiète pas, on va pas. Et alors, l'autre truc qui est hyper intéressant aussi, c'était quoi? Il m'avait fait trop triper. Je sais plus. C'est pas grave, ça me reviendra. Bon. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, tu as parlé un peu de tout ce qui t'a séduit dans HomeKit. Tu as parlé de sécurité, surtout de la sécurité, la privacy, pardon, la gestion de la donnée personnelle. Est-ce que tu as d'autres plus et surtout des moins, des notes négatives quand même, des désavantages à cette solution? On va commencer par les moins. En fait, le moins, parce que pour moi, il n'y en a que un, c'est le prix. C'est sûr, les devices HomeKit sont plus chers que les autres. Même si ça va en changeant avec les Aqara qui commencent à sortir et faire des propositions qui sont quand même toujours compatibles HomeKit et à des prix relativement bas. Mais le point faible de HomeKit, c'est son prix. Alors, c'est le prix des accessoires ou c'est déjà le prix même du ticket d'entrée? Parce que ça veut dire quand même que minimum, tu dois avoir un concentrateur, etc. Voilà. C'est le prix en général, que ce soit les accessoires ou le fait du ticket d'entrée, ou même le fait que si tu n'as pas au moins un iPhone chez toi ou une tablette, ça marche pas. Ouais, après les gens qui se lancent dans HomeKit en général, de toute façon, ont déjà un bon pied dans l'écosystème, je pense. Et on passe juste un iPhone à la maison, quoi. C'est vrai. Après, pour le en majorité, je pense. Ouais. Pas forcément. Tu as un iPhone, tu fais tiens, c'est quoi cette application Home? Je peux domotiser. Et tu trouves mais justement, aujourd'hui, avec HomeBridge, ça ouvre encore plus les possibilités. Ça ouvre des possibilités, mais tu es quand même obligé d'avoir un iPhone, au moins une Apple TV ou un concentrateur à la maison. Donc, on est déjà, déjà sur 700 balles, quoi, tu vois. Ouais, non, c'est clair. De base. Bien qu'aujourd'hui, tu achètes justement le HomePod mini à 99 €. Et puis, oui, mais il faut un iPhone. Ah bah bien sûr, oui. Mais je pense qu'en plus, de base. Comme tu l'as dit, il y a beaucoup de personnes qui ont un iPhone et qui disent tiens, c'est quoi cette application maison? Et d'ailleurs, dernièrement, ils ont mis la petite partie à la petite étoile découvrir. Oui, Discover, exactement. Ouais. Pédagogique. Donc ils ont dû bien voir quand même qu'il y avait certaines personnes qui se disaient qu'est-ce que c'est que ça, maison et tout. Mais bon. Pour revenir aussi par rapport au prix des accessoires, alors tu l'as dit, il y a quand même beaucoup de choses qui apparaissent qui sont moins chères. Il y a eu des choses relativement accessibles. Il y a la célèbre marque Fibaro qui faisait surtout du Z-Wave qui a préintégré HomeKit. Ça fait même presque 2 ans maintenant, je crois. Exact. Ouais. En Bluetooth. Mais ça restait vraiment très cher quand même. Ça restait assez cher. C'était pas aussi cher que l'autre marque que je voulais citer, c'était Eve. Tu l'as déjà dit, tu as des produits. Eve fait des super beaux trucs. En plus, ils sont design et tout. Mais alors, ça coûte une couille. C'est impressionnant, quoi. Mais ça a été un des tout premiers à être compatible HomeKit. Et donc, eux, ils ont payé les frais de la puce physique indispensable. Donc, dans les premières années de HomeKit, il y avait une puce physique indispensable pour le pairage.
de manière à sécuriser encore plus le système. Et donc, Eve est passé par là, et je pense qu'aujourd'hui, en achetant des produits Eve, on paye encore le coût de la recherche et développement de tout ça qui n'existe plus aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé de cette fameuse puce, mais bon, après, c'est vrai que c'est dépassé, mais c'était un frein, ça a été un frein au lancement de HomeKit, je pense, clairement. Oui. Bah, je pense que c'est ce qui a fait traîner beaucoup le démarrage. Ouais. Mais aujourd'hui, on a du matos qui vraiment est hyper bon marché. On a déjà parlé de la marque Meros, par exemple. Moi, j'ai un peu de matériel de chez eux à la maison. Vous avez des capteurs portes de garage et autres aujourd'hui à une petite à peine 40 €, quoi. Mais ça fonctionne sur HomeKit directement, quoi. Et pour rester sur Eve, ils ont également une application. Oui, qui est géniale. Ouais. Qui est mieux même. Qui ouvre un peu plus. Qui est mieux que Maison, moi, je trouve. En fait, elle n'est pas vraiment mieux que Maison si vous faites des automatisations à base de shortcuts, donc de raccourcis dans l'application Maison. Mais si on se contente de faire des raccourcis avec des triggers, donc déclencheurs, et puis j'active tel scénario, ils sont très très bons parce qu'ils permettent de combiner des conditions. Et donc du coup, ce que moi je fais, c'est que je crée le trigger dans l'application Eve. Donc par exemple, pour donner un exemple, mon capteur d'humidité dans mon bac à plantes, il expose dans HomeKit la température, l'humidité, etc. Mais pour HomeKit, la température de ce capteur n'est pas un trigger déclencheur. Donc, dans l'application Maison, je ne peux pas lui dire quand la température du bac à plantes descend en dessous de autant, allume le chauffage, ou quand l'humidité du bac à plantes descend en dessous de autant, allume l'irrigation. Ça, je ne peux pas le faire directement depuis HomeKit. Mais par contre, depuis Eve, je vais pouvoir sélectionner la température de ce capteur comme étant un trigger à partir du moment où elle descend en dessous d'une certaine température, ou le détecteur d'humidité, à partir du moment où il descend en dessous de 20%, il va enclencher un scénario. Et donc, dans l'application Eve, je dis, tu vas enclencher le scénario, allume la lumière, je sauvegarde, je quitte l'application Eve, je rentre dans l'application Maison, je vais dans mes automatisations, je retrouve l'automatisation que je viens de faire, je rentre dedans, et là, je dis, OK, tu n'allumes pas la lumière, tu convertis en raccourci, et là, je crée mon raccourci. Du coup, j'ai le meilleur des deux mondes. J'ai le super trigger hyper pointu de Eve, et j'ai l'action ultra complexe avec plein de conditions de raccourcis à partir du moment où le shortcut est déclenché. Ouais. Enfin, le trigger est déclenché. Attention, moi je considère que je le mettrais quand même dans les moins, parce que tu te rends compte que là, pour faire un scénario, tu utilises quand même 3 applications quasiment. Tu as en fait, c'est pas pour faire le scénario. Eve et raccourci, quoi. Non. Raccourci, il est intégré dans l'app Maison. Donc, c'est pas une 3e application. C'est la même que l'app Maison. Oui, c'est vrai. Et l'application Eve, elle ne sert que pour créer un raccourci, pour créer un trigger. Le raccourci, il est toujours dans HomeKit. Toujours. C'est que le trigger que je vais créer dans l'application Eve. Et pas toujours. C'est seulement pour certains trucs spécifiques. Genre, les thermomètres Eve ou le capteur d'humidité qui remonte une information, ou la météo, ou la position du soleil, ou des choses comme ça. Qui, à la base, ne font pas partie de la domotique mainstream de monsieur et madame tout le monde, quoi. Mais ça va être une évolution. Ça va être une évolution de l'application Maison. J'en suis convaincu. Ah oui, c'est sûr. Ils vont aller vers ça. C'est sûr. Mais vu ce qu'ils investissent en recherche et développement pour l'intégration de la domotique dans les produits qu'ils vendent, c'est sûr que l'application n'est pas prête de s'arrêter. Et moi qui ai un peu la chance de faire un peu mumuse avec les packages de développement, donc les kits, ils appellent ça comme ça chez Apple, les kits de développement. Il y a un gros travail qui est fait sur l'intelligence artificielle, et on pousse beaucoup les développeurs chez Apple à mélanger les kits, donc d'utiliser le personal kit qui donne accès au visage dans photo, d'utiliser ça en même temps que le HomeKit dans une application qui ferait encore un truc complètement différent. Et donc, ils poussent beaucoup à l'intégration de tous ces systèmes. Donc, pour moi, on n'est pas à l'abri de voir revenir des évolutions majeures à base d'intelligence artificielle là-dedans très, très rapidement. Cool. Très cool. Bon, alors, on a commencé par les moins, normalement. C'est quoi les plus pour toi ?
Alors, le meilleur de tous les plus, c'est la facilité d'installation d'un device supplémentaire. J'appuie sur plus, je scanne le QR code, il est dans HomeKit. C'est hallucinant. C'est vrai. Là, faut quand même. Et là, c'est des devices qui sont pas hyper récents, parce que des devices récents, tu appuies sur plus, il te dit c'est ça que vous voulez ajouter? Oui, merci, et c'est fait. Moi, ce que j'adore, c'est même les produits. Alors, comment elle s'appelait? C'était la marque. C'est la marque Coolgeek. Tu vois, c'est un truc Wi-Fi. Oui. Parce qu'il y a quand même beaucoup de produits où d'abord tu télécharges l'application, tu le connectes au réseau et après tu peux l'ajouter dans HomeKit. Il y a certains produits, tu déballes, il n'est pas branché sur ton réseau, tu l'appuies plus et il te le connecte sur ton Wi-Fi. C'est ça qui est génial en plus. Non, c'est vraiment super bien foutu. Rien, quoi. Ça, c'est vraiment le truc le plus ouf de cet écosystème. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis du temps à le sortir. C'était pour avoir, au niveau de l'installation, quelque chose de hyper facile. Parce que c'est vraiment l'ADN de Apple. S'il faut commencer à se prendre la tête pendant 40 minutes pour mettre une ampoule, les mecs, allez vous faire foutre, je l'ai payé 60 balles cette ampoule, je vais pas passer 40 minutes à l'installer. C'est ça la majorité des clients Apple. Hein. Nous qui passons 4 jours à paramétrer des trucs, on est vraiment une exception. Hein. Nous, les gros barbus. Voilà, exactement. Donc ça, c'était pour la facilité d'installation. Il y a la facilité d'accès aussi. Parce qu'en fait, si tu as un iPhone, tu l'as déjà dans ton téléphone. Donc, elle marche de la même manière, avec la même logique que toutes les autres applications Apple. Donc, si tu utilises un iPhone depuis plus de 3 mois, tu pourras utiliser l'application maison sans aucun problème. Et puis, le dernier point des plus, et ça c'est le plus grand de tous les plus, c'est la sécurité. Sécurité, vie privée et tout ça. Bon, je pense qu'effectivement, tu l'as quand même bien expliqué et c'est sûrement pas dans la tête de tout le monde, cette partie sécurité qui est vraiment au centre de HomeKit, ça c'est sûr et certain. C'est la même chose avec les téléphones. Hein. C'est pas pour rien qu'un Android coûte moins cher qu'un iPhone. Sur un iPhone, quand tu installes l'application Google Maps, tu dois dire si tu es d'accord ou pas que Google puisse te traquer H24. Sur Android, tu peux pas dire d'accord ou pas. C'est un fait, c'est comme ça et c'est tout. Donc tes données sont collectées, elles servent à faire de la monétisation et c'est ça qui fait la différence de prix entre un iPhone et un Android. C'est de l'argent, ils le feront avec les données qu'ils vont générer quand tu utiliseras le téléphone, après l'avoir acheté. Alors que chez Apple, c'est pas le cas. Il faut qu'ils te le vendent et qu'ils se fassent le pognon tout de suite. C'est pour ça qu'il est plus cher. C'est un gros raccourci. Hein. Je simplifie un peu beaucoup, mais dans l'absolu, c'est dans l'idée, c'est ça. Ouais, c'est clair. Alors, on va quand même passer aussi un petit peu le futur. Ce que tu aurais en tête de réaliser, que tu n'as donc pas encore fait avec HomeKit. Alors, hormis bien sûr le magnifique produit que je n'ai pas encore trouvé pour commander, pour savoir les robinets d'eau. Qu'est-ce que tu as en tête que tu souhaites mettre en place avec HomeKit ? Alors, le truc qui est en cours, qui va pas tarder à arriver quand je serai sûr et certain de ne pas foutre le feu avec les moteurs, c'est les stores donc pilotés par les moteurs de chez Aqara. Ça, c'est le truc qui devrait pas tarder, vraiment, pour les semaines, /mois à venir. J'ai commencé, j'ai fait une story avec ça sur Instagram. Oui. J'ai bidouillé ma cafetière électrique avec un node MCU pour envoyer une impulsion comme si j'appuyais sur le bouton pour lancer le café. Ça fait partie des projets, mais en fait, je me rends compte plus j'avance que c'est très compliqué et il y a énormément de paramètres, genre est-ce qu'il y a du café dedans? Ah oui, il y a du café, mais est-ce qu'on s'en est déjà servi du café ou pas? Est-ce qu'il y a de l'eau dans le réservoir? Est-ce que la cafetière est allumée? Est-ce que la chaudière est suffisamment chaude pour faire couler? Est-ce qu'il y a une tasse en dessous? Et donc, en fait, je me rends compte qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte pour que ce soit vraiment intéressant qu'en fait, ça en devient complètement overkill, quoi. Donc, pour le moment, quand je dis à Siri, fais-moi couler un café, s'il te plaît, il me lance le café. Mais s'il n'y a pas du café frais dedans et qu'il n'y a pas de tasse, il va lancer et il va faire couler et ça va couler, quoi.
Et ça va mettre de l'eau partout. Donc voilà, c'est pas encore complètement au point. Et alors le dernier truc, mais ça va demander quand même un peu du tirage de câbles et ça va être un peu compliqué, c'est l'automatisation de l'ouverture de la porte de garage. Donc la porte de garage est déjà automatisée, mais elle n'est pas HomeKit compatible. Et j'aimerais pouvoir pousser sur mon écran CarPlay quand j'arrive chez moi pour ouvrir la porte de garage sans avoir à devoir plonger ma main dans le vide-poche pour en sortir de la télécommande. Voilà, mais c'est un garage perso que tu as? C'est un garage commun. Ouais, c'est ça. Un garage commun. Ouais, c'est là où ça va être. Ouais. En fait, c'est pas très grave parce qu'en réalité, il se trouve juste en dessous de mon domicile se trouve exactement ma maison, ma voiture, pardon. Donc, depuis le dessus de ma voiture, je vois partir les câbles de l'arrivée du téléphone et de l'arrivée de la sonnette. Donc, je vais y faire passer un câble réseau qui va amener du Wi-Fi dans le garage et je vais aller mettre un petit connecteur Wi-Fi sur la porte de garage pour ouvrir et fermer la porte de garage. Et les autres continueront à utiliser la télécommande normale, quoi. Ok. Mais ça demande quand même pas mal d'installation. Et puis, il faudra que je rachète un Airport Express pour encore étendre le réseau dans le garage. Et puis, ça m'apportera de nouveaux problèmes parce que quand je rentre avec la voiture dans le garage, je capte pas le Wi-Fi. Et ça me permet d'éviter d'ouvrir la porte d'entrée de chez moi. Parce que comme je passe avec la voiture juste en dessous de la porte d'entrée, vu que je suis je me gare en dessous de ma maison, je passe ton téléphone se connecte sur ton Wi-Fi, ouais. Du coup, il se connecte pas sur le Wi-Fi, mais il capte la porte d'entrée. Du coup, il déverrouille la porte d'entrée. Alors, je suis encore que dans le garage. Du coup, j'ai fait un réglage qui dit tu déverrouilles la porte d'entrée que si tu as le Wi-Fi et le Bluetooth. Mais comme là, j'aurai le Wi-Fi dans le garage, j'aurai le Wi-Fi et le Bluetooth quand même. Il faudra que je trouve une autre solution. Bref. On n'a pas fini de s'amuser. Et moi, j'ai une question pour un peu conclure le sujet. Est-ce qu'il existe aujourd'hui un moyen de faire un système de sauvegarde des configurations et des automatismes? Je m'explique. Tu as donc ton système qui est intégré. Tu as quelqu'un qui va se connecter et qui va supprimer un device, qui va supprimer une automatisation sans le faire exprès. Ou alors, demain, tu dois tout remettre à zéro ton iPhone. Donc, ma question, c'est est-ce que tu sais s'il existe un système? Alors, en fait, l'ensemble des automatisations ne sont pas conservées dans le smartphone, mais sont conservées dans le cloud. Donc, si tu perds ton smartphone, les automatisations sont toujours là. Ok. Vu qu'en fait, elles vont marcher que ton smartphone soit là ou ne soit pas là. Les automatisations ne sont pas dans ton smartphone, elles sont dans le cloud qui l'a renvoyé dans le concentrateur qui, lui, va les appliquer. D'accord. Okay. Et au niveau de tes devices. Et donc, quand tu vas te connecter à ton compte Apple, il y a peut-être, soit tu auras une maison à toi, soit des gens t'auront donné accès à une maison. Si c'est ta maison à toi et que tu supprimes tes scénarios, là, si tu jettes des trucs que tu n'as pas besoin de jeter, tu perds et tu peux pas revenir en arrière. Si tu donnes l'accès à quelqu'un de tiers, tu peux dire il a le droit de modifier ou de supprimer des scénarios, ou tu peux dire non, il n'a pas le droit de toucher au scénario, ou il n'a pas le droit d'ajouter, supprimer des devices. Comme ça te permet d'éviter d'avoir des gens qui suppriment des automatisations à ta place. Mais il n'y a pas de sauvegarde. En fait, c'est sauvegardé de base par le principe même du fait que c'est diffusé sur tous tes devices et que c'est lié à ta maison. Merci. Bien, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Est-ce que tu souhaiterais partager quelque chose de particulier? De particulier par rapport à la domotique ou dans l'absolu? Écoute, par rapport à la domotique, effectivement, c'est un peu le thème du, du podcast. Oui, non, bien sûr. Mais dans le thème du podcast, j'avais d'autres choses à partager qui étaient importantes, mais qui n'étaient pas trop domotiques, mais qui étaient plutôt autour du podcast. Parce que donc moi, j'écoute Tech Café Domotique depuis l'épisode 1. Faut le savoir. C'est le meilleur. Et je trouve que ce que vous faites, c'est vraiment génial. Je me sentais tout seul. Pour être honnête avec vous, c'est des épisodes de Tech Café Domotique qui m'ont donné envie de faire des vidéos sur YouTube. Ah, cool. Je me sentais tout seul.
Et je me disais, putain, en fait, ça n'intéresse personne. Alors, il va falloir que tu nous redistribues un peu de ta YouTube monnaie, hein, quand même. Hein, parce que... écoute, quand j'activerai le système de monétisation, ce sera avec grand plaisir. Oh, quelle erreur, faut le faire tout de suite. Oui, mais non, parce qu'après, ça va vite me coûter plus cher que ce que ça va me rapporter avant d'avoir... Non, mais je rigole. Je préfère me contenter des liens sponsorisés d'Amazon, c'est beaucoup plus rentable. C'est vrai. Il faut n'hésitez pas, hein, enfin, quand vous voyez des liens Amazon dans les descriptions de vidéos, alors que ce soit ici pour Sébastien ou pour n'importe quel autre, ça ne coûte pas plus cher pour vous, et par contre, ça aide toujours celui qui crée du contenu. D'ailleurs, en parlant de contenu, Sébastien, est-ce que toi, par rapport à ta chaîne YouTube, tu t'es imposé un certain rythme de vidéos? Est-ce que tu publies toutes les semaines, ou c'est plutôt, quand tu as une idée en tête? Histoire de savoir quand on peut te retrouver. Alors, quand j'ai lancé la chaîne au tout début, j'avais absolument aucun objectif. Ensuite, on a acheté une nouvelle maison. Et là, il y avait beaucoup de choses à faire au niveau domotique. Et donc, je me suis dit, là, c'est une bonne opportunité de commencer une série et d'essayer de sortir une vidéo tous les mois. Il s'avère qu'une vidéo tous les mois, quand on a un travail à côté qui est quand même assez prenant et 3 enfants, c'est quand même beaucoup. C'est chaud. Ouais, c'est quand même beaucoup. Donc, j'ai pas vraiment réussi à tenir le rythme. Un peu plus pendant les travaux parce que c'était un peu du vlog, c'était un peu plus facile. Mais les dernières vidéos étant quand même une vraie plaie au niveau du montage parce que c'est quand même assez compliqué. Et puis, je suis pas non plus le meilleur acteur du monde. Je fais pas tout en une prise, malheureusement. Et donc, du coup, il y a énormément de montage et ça me prend un temps de fou. Et puis, c'est vrai que plus on avance, moins j'ai de choses intéressantes à dire aux gens. Donc, je veux bien faire des vidéos, mais si c'est pour juste présenter un produit qui a déjà été présenté 1000 fois sur Internet, j'y vois pas trop l'intérêt. Je préfère trouver un angle intéressant autour de HomeKit avec les shortcuts, avec comment on marche Homebridge ou des choses comme ça, pour apporter quelque chose qu'on voit pas en mainstream sur Internet, quoi. Donc, j'ai pas vraiment de rythme. Et c'est pour ça que c'est hyper important de s'abonner, parce que sinon vous ne verrez pas les s'abonner et activer la cloche. On va faire les gros influenceurs youtubeurs. S'abonner et mettez un pouce bleu. Activer la cloche. Et de regarder la vidéo jusqu'au bout pour le watch time. Merci. Exactement. Ne quittez pas à partir du moment où on dit OK, merci. Non, il ne faut pas quitter à ce moment-là. Il y a encore plein d'autres choses intéressantes derrière. Il y a plein de teasers, etc. Exactement. Bon, super. Écoute, merci Sébastien. Merci pour tout ce partage. Merci beaucoup. Ouais, merci pour ta chaîne YouTube, parce que moi j'avais bien, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est moi qui vous en avais parlé a priori, et effectivement moi j'avais découvert au moment de ton appartement là, de ta nouvelle maison que tu as refaite, et c'est vrai que j'avais bien accroché au concept, et à ma connaissance, je connais pas d'autres YouTubeurs dans la langue francophone qui fait du full HomeKit en fait. Il y en a un paquet aux États-Unis et autres. Ça commence à exploser un peu, mais effectivement, je pense que tu es un des seuls à ma connaissance. Donc c'est vraiment cool, quoi. Écoute, j'espère qu'on sera bientôt de plus en plus, parce que je pense que plus il y en a, mieux on se porte et plus on a la chance de découvrir plein de choses. Mais en tout cas, si ça peut aider les gens à découvrir quelque chose de nouveau et leur donner envie de faire les choses par eux-mêmes, parce que c'est un peu ça l'objectif de la chaîne, c'est de se rendre compte qu'en fait, on peut faire plein de choses par nous-mêmes et qu'il suffit en fait juste de se lancer pour le faire. C'est pas à Gaëtan qu'il faut le dire. Donc voilà, non, je trouve que ce que vous faites c'est génial et je trouve qu'il faut aller dans ce sens-là, montrer aux gens qu'en fait, il y a plein de choses à découvrir, que les gens doivent s'intéresser à tout ça parce que c'est merveilleux, que c'est incroyable. Et à toutes les solutions. C'est pas parce qu'on a déjà une solution qu'il faut pas être à l'écoute des autres avantages et tout, quoi. Bien sûr. Tout à fait. Et de pouvoir comparer, de savoir pourquoi on choisit telle chose, c'est aussi important. Moi, j'ai pris beaucoup de temps avec beaucoup c'est quelque chose que je fais beaucoup parce que j'ai aussi un compte Instagram, et sur Instagram, c'est un peu plus facile d'échanger avec les gens. Et c'est vraiment des discussions que j'ai avec beaucoup d'abonnés qui font du HomeKit à travers du JDOM ou à travers des Home Assistant et me disent ouais, c'est vraiment génial HomeKit, etc., etc. On avance ensemble pour découvrir et se rendre compte que ils peuvent faire des choses par eux-mêmes très très facilement, quoi.
vraiment très facilement. Bon, très bien. Bah, écoutez, je pense que ça conclut notre dossier sur HomeKit. On reprend la petite catégorie des chaînes YouTube et blogs que l'on partage. Alors moi, j'en ai mis 2, puisqu'on va rester dans le monde de HomeKit. C'est HomeKit News. Moi, c'est un site que j'ai mis dans mes flux RSS, qui donne toutes les informations justement sur certains produits. Alors par moment, il y a les annonces, il y a des tests aussi. Je le trouve plutôt sympa. Alors c'est en anglais, donc désolé pour ceux qui auront un peu plus de mal avec la langue de Shakespeare. Mais voilà, bon, sinon maintenant... mais il y a des photos. Alors il y a des photos, et puis maintenant dans Safari, vous avez la fonctionnalité de traduction. Donc ça marche très bien. Et un autre site, blog, c'est le site de domotique Technoseb27. Alors tout collé, domotique Technoseb 27. C'est peut-être un site que vous avez déjà vu parce que bon, mine de rien, il est depuis un moment quand même dessus. Oui. Si il est sur JDOM, etc. Il teste des produits, il fait des tutos sur de la domotique. Il parle aussi d'impression 3D. Donc voilà, c'est un blogueur que moi je connais, qui est très très sympathique. Je vous invite, si vous ne connaissez pas, à regarder ce blog et à le suivre régulièrement. Il arrive à maintenir la cadence de partage et de publication malgré effectivement le confinement et tout. Il a de la chance. Oui, il le fait, lui. Oui, bah écoutez, il a peut-être pas d'enfant. Avec 27, ça doit être son âge, ça, non ? Non. Il a des enfants. Il habite dans le 27. Il a plutôt, plutôt notre âge, effectivement, mais il arrive à tenir la charge. C'est un mec bien organisé. C'est ça, on va dire ça. Ouais. Moi, je vous en rajouterai quelques-uns liens dans les de chaînes YouTube spécialisées dans HomeKit pour ceux que ça intéresse. Évidemment, ce sera en langue anglophone. Faudra faire un peu l'effort, mais il y a des trucs assez intéressants. Ah oui, je vous en rajouterai quelques-uns. Si tu passes sur Safari, ça va traduire tout seul aussi. Les vidéos, c'est plus compliqué. Ouais, je sais. Ouais, c'est clair. Oh, t'as YouTube qui fait maintenant des sous-titres automatiques, voire même traduire. Oui, ouais. Alors là, il faut quand même pas être trop regardant quand même. Hein. Non, il faut que ce soit trop technique. Oui, voilà, c'est ça. Pour les setups HomeKit, je pense que ça va être compliqué. Ça oui, sur HomeKit, ça va être compliqué. Bon bah voilà, écoutez, je pense que vous aurez compris, c'est bientôt terminé. Ne quittez pas pour le Watch Time. On retrouve bien sûr tous les participants de ce podcast. Alors bien sûr, en premier, notre invité Sébastien, donc sur sa chaîne YouTube, Sébastien Goffin, c'est bien ça ? Exact, Sébastien Goffin. Et ou sur Instagram. Voilà, ton Instagram, tu disais ? Alors c'est SEBICBO _. D'accord. Underscore, c'est le petit tiret vers le bas. Et sur YouTube, je viens de faire l'essai justement parce que je cherchais les chaînes HomeKit là. Quand vous tapez HomeKit dans YouTube, on te trouve pas en premier résultat, mais dans le 6e, 7e là. C'est bon ça. Donc tu es quand même très bien classé. Allez, et il va popper maintenant. Ouais. Grâce à demain t'es premier. Allez, Antoine, et toi, on te retrouve où alors ? Sur les canaux habituels, Instagram, YouTube, pas YouTube, non, Instagram, pas encore, Instagram, Twitter et autres, sous le pseudo The Walking Dead FR. Voilà. Gaëtan ? On me retrouve sur cotigeek.fr et de là, vous pouvez retrouver Instagram, Twitter, YouTube aussi, le blog, les podcasts, enfin tout le bordel, quoi. Avec des super tutos YouTube. Merci. Vraiment super, vraiment. C'est vrai en plus. Ça fait plaisir. Ouais, ils sont très bien. Et puis moi, vous me retrouverez sur le blog Ça sert à quoi, et bien sûr tous les réseaux sociaux sur le tag blog Ça sert à quoi sur Instagram, Twitter et tout. Voilà. Écoutez, merci encore à Sébastien pour la participation à cette émission, d'avoir préparé aussi toute cette émission, parce qu'il faut le savoir, c'est pas que du live quand même si par moment on part un petit peu en live, mais il y avait de la préparation, donc merci surtout ce soir, on est bien parti en live.
Avec les soucis de coupure, les soucis de coupure. Ah oui, alors la chacun. technique aujourd'hui, ça a été festival, mais ça c'est autre chose. Écoutez, on vous souhaite une bonne fin d'écoute et on se retrouve à bientôt pour une nouvelle émission de Tech Café Domotique. À bientôt, au revoir.